Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate. Avec un fond automnal, mais au moins un peu de soleil. On a Jeff Fillion, c'est un bon vendredi. On a un mélange de live aujourd'hui avec les meilleurs bouts, en tout cas peut-être pas des meilleurs bouts, mais les bouts que Mr. White a choisis de cette semaine pour le Prime. Ce sont les deux derniers blocs. On est sur le bord de parler avec Carlos de Punisher. On fait un genre de petit spécial Tucker Carlson et Ukraine dans le deuxième bloc. On aura troisième et quatrième bloc du Prime de cette semaine pour vous autres. Le but, c'est que vous deveniez membre officiel de radiopirate.com. Donc, on essaie de vous convaincre, on essaie de vous... on vous fait de l'œil. Mon nom est Jeff Fillion. Bon vendredi sur Radio Pirate Live. Une sorte de choses à jaser avant de parler avec notre premier invité pour ouvrir, puisqu'on va jaser de nouvelles qui ont sorti au cours des dernières heures. On sent que ça brasse au niveau de la politique fédérale. Et là, je pense qu'on peut être gagnant de ça. Voyons ça positivement. De voir que, avec tout ce que nous vivons en ce moment, de voir que des politiciens dans le trouble vont réagir pour essayer de sauver leur cul et vont essayer de vous aider. Vous allez entendre toutes sortes de conneries, là. Vous avez vu toute l'histoire sur on va contrôler le prix dans les épiceries, peut-être la plus mauvaise des idées du monde. Ça, c'est carrément du populisme, c'est carrément n'importe quoi. On ne peut pas contrôler une chaîne aussi complexe et d'être capable de contrôler les prix de toutes sortes de fournisseurs qui pourraient finalement décider de sacrer le camp du Canada si jamais ça devient trop réglementé. Plus de règlements veut dire plus de bouffe chère. That's it, that's all. Donc, c'est pas plus de règles que ça prend, c'est moins de règles si on veut avoir de la bouffe moins chère. On lisait cette semaine qu'il y a des gens de Colombie-Britannique qui font 45 minutes de voiture pour aller faire l'épicerie au Montana malgré un dollar canadien de merde. Donc, malgré ça, la madame économise entre 75 et 80 dollars canadiens par semaine. Donc, c'est souvent les mêmes fournisseurs, c'est souvent les mêmes compagnies. Comment ça se fait qu'aux États-Unis, dans un village du Montana où il y a à peu près 2500 personnes, cette dame-là réussit à sauver 85 dollars canadiens, incluant son essence qu'elle prend pour aller faire son épicerie? Écoutez, c'est des règles. Plus on est libre, plus il y a de liberté économique, moins il y a de règles, moins il y a de quotas, moins il y a de ci, moins il y a de ça. Et plus il y a de la concurrence, plus il y a des joueurs. C'est très simple, mais malheureusement, Trudeau qui n'est pas... Trudeau, au niveau économique, en tout cas du moins, c'est une boîte vide. C'est un gars qui comprend absolument rien à l'économie. A créé le marasme dans lequel on est actuellement. Toute l'inflation a été causée par ce bonhomme-là. Il a appauvri des dizaines de millions de Canadiens au cours des dernières années. Et là, il va essayer de vous sauver d'une mort certaine quasiment au niveau économique. Et il va vous arriver avec des idées complètement folles. L'histoire sur les épiceries, c'est complètement débile. L'autre affaire, c'est l'histoire d'enlever la TPS sur les matériaux de construction. Parce que vous savez que les maisons neuves ou encore la construction de bâtiments résidentiels multiples, vous devez payer la TPS sur les matériaux de construction, sur la construction en général, même sur l'emploi. Les travailleurs de la construction pour votre maison résidentielle, ils sont taxés. Donc, si vous avez une maison de 500 000 c'est 500 000 plus TPS, TVQ pour payer votre contracteur, payer votre plombier, payer les tuyaux que ça a pris, payer les 2x4. Alors qu'ailleurs, mettons aux États-Unis, il n'y a pas de taxe sur la maison principale. Vous ne payez pas de taxe de vente sur la maison principale. Donc, le Canada a un des pires marchés en ce moment pour l'habitation, incluant l'habitation pour les gens qui veulent devenir propriétaires ou encore les gens qui veulent bâtir des bâtisses pour mettre du monde dedans, donc des appartements locatifs. Et là, il a suivi ce que Poilievre a dit il y a quelque temps, qu'il voulait enlever la TPS sur la construction. Mais là, n'oubliez pas qu'il reste un 10 % à Québec. On va en parler de ça avec William Trudel dans les prochaines minutes, dans les prochaines secondes, en fait. Et là, c'est très, très bizarre parce que en 2015, Trudeau avait annoncé déjà cette nouvelle-là. Il avait déjà dit qu'il allait enlever la TPS sur les matériaux de construction pour les logements locatifs pour permettre une plus grande construction de logements pour pas qu'on ait des problèmes d'habitation.
Et il ne l'a pas fait. Donc, toutes ces années-là, on est quasiment rendu 8 ans, 9 ans plus tard. Et cette promesse-là n'a jamais été faite par Justin Trudeau. Donc, est-ce qu'on peut le croire? Maintenant, sachant qu'il peut le faire parce que son poste est en jeu et qu'il risque de perdre face à Poilievre, eh bien maintenant, les gens dans l'industrie se demandent, si jamais ça arrive, qu'est-ce qui va arriver au Québec? Est-ce que François Legault aura les couilles de faire la même chose et d'enlever le 10 %? Et on peut se poser la question également pour les constructeurs de maisons unifamiliales. Est-ce que les propriétaires de maisons unifamiliales auront le même break? C'est toutes sortes de questions qu'on a. On peut profiter pendant des campagnes électorales. On peut avoir des nananes, on peut avoir des choses qui restent. Il faut toujours faire attention à ces crosseurs-là qui nous arrivent avec toutes sortes de promesses qui finalement ne feront jamais. Mais il y a une opportunité ici. Donc, c'est pour cette raison-là. On va parler du côté des résidences locatives puis des breaks Trudeau veut parler. On a avec nous autres, comme je vous le disais il y a quelques secondes, on a William Trudel de Trudel Corporation avec nous autres qui a un paquet de projets dans la région de Québec, entre autres probablement un des plus gros projets de construction locatif qui va être alentour de Place Fleur-de-Lys. Si je ne me trompe pas, William, c'est un des plus gros à Québec, ça, en tout cas de récemment, avec tout ce qui se passe. Au Canada. Au Canada? Oui, assurément. Et c'est un projet total en dollars qui va représenter combien? L'enveloppe totale, c'est quoi à peu près? Lorsque ça va être complété, là, on parle au-dessus d'1,5 milliard. 1,5 milliard? Oui. Wow. 100% privé. La nouvelle d'hier, qui nous dit, en tout cas, Trudeau l'a déjà dit en 2015, il l'a pas fait. Mais là, il est d'un câble avec Poilievre, il n'y a pas le choix, il y a beaucoup de monde qui souffre, il y a vraiment une crise du logement. C'est un peu bizarre qu'on parle de ça aujourd'hui parce que il me semble que des taxes sur de l'habitation, c'est pas du luxe de l'habitation, c'est un besoin de base. Il y a bien dans des endroits dans le monde, les États-Unis d'Amérique, qui sont un pays hyper capitaliste, mais donnent des breaks. La résidence primaire, ta résidence principale, à peu près tout ce que tu fais dessus, il n'y a pas de taxes. Les constructeurs qui font des appartements locatifs pour qu'il n'y ait pas de problème d'habitation, eux aussi ont des breaks de taxes. Ici, la capitale mondiale des taxes, on a toujours fonctionné à l'envers du reste du monde et on a des taxes. Et là, on aurait un break. D'abord, premièrement, est-ce que tu y crois? Puis deuxièmement, qu'est-ce que ça va faire? Parce que, de ce que je comprends, il y a une demande d'appartements au bout. C'est immense comme demande. Il y a des gens qui sont prêts à bâtir. Il y a des constructeurs. Il y a du béton. Il y a du bois à pocheter. Tout est là pour qu'on bâtisse, mais personne ne bâtit. Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est un très bon point que tu apportes, Jeff. Bon, si on fait rapidement un tour, là, est-ce qu'il y a des terrains de disponibles pour bâtir du logement multirésidentiel? Ben oui, il y en a. On va prendre notre exemple, nous autres. On a Place Fleur-de-Lys, les Galeries Charlebourg, Place des Quatre-Bourgeois et l'eau Dorchester. C'est tous des endroits où on peut faire des milliers d'unités. Est-ce qu'il y a des entreprises compétentes pour développer des produits de qualité? Ben, on en est une et il y en a beaucoup d'autres aussi. Est-ce qu'il y a des entreprises de construction capables de faire ces immeubles-là? Assurément qu'il y a des entreprises. Est-ce qu'il y a des matériaux? Il y a du béton, il y a de l'acier. Je trouve que les matériaux sont chers, mais il y en a quand même. Est-ce qu'il y a une demande pour ces logements-là? Ben non seulement il y a une demande, c'est un problème national, c'est une crise du logement parce qu'il n'y en a pas. Ben pourquoi qu'il n'y a pas d'offre? Pourquoi? Toutes les conditions sont là pour qu'il y ait de l'offre de logement, puis de différentes typologies. Du plus petit logement moins cher pour une personne seule jusqu'à un plus grand logement pour quelqu'un qui a vendu son entreprise puis qui décide d'avoir un rythme de vie un peu différent à la retraite. Il y a de la place pour tout ça. Pourquoi personne n'en fait? Ben, c'est parce qu'il y a tellement de barrières artificielles inventées de toutes pièces par les différents paliers de gouvernement que ça devient... Tu sais, des fois, là, à la blague au bureau, là, je dis que j'aimerais ça, que notre vie d'entreprise soit aussi simple que les 12 travaux d'Astérix. Me semble que ça serait moins compliqué que de bâtir du logement au Québec. Donc, toutes les règles du gouvernement rajoutent à ça des problèmes, pas des problèmes, mais le fait que d'emprunter de l'argent pour un paquet de projets, ça coûte plus cher que ça coûtait il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc, tout ça fait qu'actuellement, c'est stallé, là. Est-ce que d'enlever la TPS sur... Est-ce que c'est assez? Parce que TPS, c'est 5 %, OK? Donc, tous les matériaux sont taxés à 5 % de ton entreprise. Mais il y a un autre 10 % là, qui est immense, qui lui aussi est un frein. Donc, ça veut dire que si, mettons, Poilievre arrive au pouvoir, parce que Poilievre l'avait déjà dit, lui, qu'il allait faire ça, donc c'est pas nouveau. Donc, peu importe qui est au pouvoir à la prochaine élection, probablement que dans les prochaines semaines, il y a un 5 % qui saute. Donc, ça va mettre de la pression pour que le marché commence à fonctionner et à bâtir des logements locatifs. Mais au Québec, on a un 10 % de plus avec le gouvernement québécois, avec la CAQ, avec le ministère du Revenu.
Est-ce que ça va sauter aussi? Je le souhaite. Le premier ministre Trudeau, hier, lorsqu'il a fait son annonce d'enlever la TPS de 5 % sur le logement locatif neuf à la construction, a invité les premiers ministres de toutes les autres provinces à emboîter le pas aussi en disant qu'ils souhaitaient que les provinces abolissent leurs taxes de vente provinciales. Et déjà, certaines provinces comme l'Ontario, Colombie-Britannique, Alberta, Terre-Neuve ont commencé déjà à faire des points de presse hier et aujourd'hui et ça semble aller dans cette direction-là. Donc, moi, j'interpelle le premier ministre, M. Legault, et le ministre des Finances, Girard, à l'effet que on ne taxe pas des produits alimentaires parce que ce n'est pas un choix de s'alimenter. On ne taxe pas certains produits de santé parce que ce n'est pas un choix d'aller chez le dentiste. On ne taxe pas les produits d'hygiène féminine parce que ça non plus, c'est pas un choix. Ben, je pense pas que c'est un choix de se loger dans la vie. Moi, pourquoi qu'on taxe ça? Non, c'est un besoin de base. Il faut bien comprendre, Jeff, la résultante de ça, là. Ça va pas faire qu'on fait plus d'argent, nous autres, là, c'est pas ça le but de l'histoire. Quand il y a 15-16 % de taxes sur un immeuble multirésidentiel neuf qu'on charge au promoteur, il le met dans son coût de construction et ça se traduit. Il le refile directement dans le prix de location. Directement. Tu prends le coût de... La première phase qu'on fait présentement à Fleur-de-Lys, c'est 480 unités. Il n'y a aucune magie là-dedans. On arrive à la fin du projet. Il a coûté comment le projet? Divise ça sur 50 ans parce qu'on a un amortissement sur 50 ans avec les banques. Rajoute ton taux d'intérêt là-dessus qui est à 7 et quelques, puis redivise ça par 480 logements. Il n'y a pas de magie là-dedans. Il n'y a pas de magie. Il y a zéro magie. Les gens qui disent, oui, mais les entreprises, ils se font rembourser TPS, TVQ. Le point, c'est que vous autres, vu que vous ne chargez pas dans la location d'appartement de TPS, TVQ, tu ne peux pas avoir le remboursement de ta TPS, TVQ de la construction. C'est ça? Hein? On ne se fait aucunement rembourser sur le résidentiel. On va faire un chiffron facile là, pour fin de discussion. Le complexe multirésidentiel neuf qu'on construit coûte 100 millions. On rajoute les taxes dessus, il coûte 115, 116 millions. C'est 116 millions qu'il faut qu'on mette puis qu'on répartisse ça dans le coût des loyers qu'on charge au monde. Il n'y a aucune magie. Ça veut dire que si tu nous enlèves ce 15-16 millions-là sur 100 millions, ben on va être capable de contrôler mieux le coût du loyer en bout de piste. Il y a un paquet de règles, tu l'as dit tantôt, la raison pourquoi il n'y a pas de construction, il y a une demande. Quand il y a une demande, habituellement, je veux dire, si quelqu'un veut acheter de la crème glacée, il va arriver 50 vendeurs de crème glacée au coin de la rue en dedans de 3 mois. Là, il y a une forte demande de logements locatifs, d'habitation en général. Tout est stallé un peu parce que, bon, coût de construction, mais surtout les règles. Quels sont à part la taxe, c'est quoi qui vous bloque souvent là, dans ce que vous faites, d'obliger de prendre un paquet d'ingénieurs, un paquet d'architectes, un paquet d'avocats, etc.? Qu'est-ce qui est plus lourd qu'ailleurs au Québec pour bâtir, puis au Canada aussi en général, mais spécifiquement au Québec, qu'est-ce qui est plus lourd qu'ailleurs, mettons, les États-Unis ou d'autres pays qu'on entend à travers le monde? C'est l'hyper-réglementation. Y a-t-il des choses que nous, on ne connaît pas, que vous autres, vous dites, vous ne savez pas comment on deal avec ça, vous ne savez pas comment on passe de temps avant d'avoir un permis, comment c'est incroyable. Nous, on l'entend de loin, mais on ne le vit pas tous les jours comme vous autres, vous vivez. Meilleur exemple, le plus facile pour répondre à ça, Jeff, on a acheté Place Fleur-de-Lys, tu te rappelles, en juillet 2018. Oui. Mais on a eu notre zonage, pas notre permis de construction. On a eu notre zonage. On a eu le droit de demander un permis de construction à la fin de 2022, 4 ans plus tard. Wow. Puis là, à la fin de 2022, 4 ans plus tard, qu'on a le droit de demander un permis de construction, tu repars quasiment sur un 12 à 18 mois pour avoir ton permis. Ça prend des 4 puis des 5 ans faire des gros projets multirésidentiels où il faut que tu changes le zonage. Et je le rappelle, dans un contexte où la communauté, la population et tous les comités de quartier qui nous entourent ont écrit à la mairie pour dire qu'ils appuient le projet, ils veulent que ça aille de l'avant. Il n'y avait aucune opposition citoyenne dans un dossier comme Fleur-de-Lys et on en a mis pour pratiquement 5 ans avant de commencer à construire. Ça fait que, tu sais, c'est un rythme qui est insoutenable. Puis je veux pas être plate, là, mais tous les gens qui appliquent ces règlements-là sont dédiés. Ils nous répondent vite. Ils répondent à nos affaires. C'est pas un problème de fonctionnaires qui s'en fichent. Nous autres, en tout cas, à la Ville de Québec, on vit pas ça. Des fonctionnaires qui nous répondent le vendredi soir puis qui répondent au cellulaire le samedi matin, j'ai vu ça dernièrement. Okay. C'est qu'il y a tellement de règles compliquées et sans fin. Est-ce que les politicos sont plus un frein? Tu sais, des fois, on a l'impression que c'est la machine. Mais moi, ce que j'entends, c'est que la machine trouve que non, on aimerait ça vous aider. On aimerait ça vous aider, mais les politiciens nous mettent des bâtons dans les roues. Est-ce que c'est plus ça qui se passe? Bien, c'est sûr que ça arrive. Puis particulièrement, dans le cas de Fleur-de-Lys, on a vécu en plus un changement d'administration municipale.
Fait que là, l'ancienne administration municipale, elle arrête de travailler ses projets 6 à 8 mois d'avance parce qu'elle veut plus qu'il y ait de controverses, fait qu'il n'y a plus rien qui se passe. La nouvelle administration, elle recommence pendant son premier 6 à 8 mois, le temps de placer les gens, le temps de former le comité exécutif. Fait que là, tu perds un an là. Puis là, tu te retrouves avec des nouveaux élus, puis à chaque fois, j'ai l'impression qu'il faut qu'on parte avec notre petit baluchon, puis je vais le dire, puis c'est pas péjoratif ce que je dis, mais en mission d'éducation, là, puis il faut recommencer de la présentation du projet de Fleur de Lys pendant des semaines à des dizaines de personnes de A à Z qui vont reposer les mêmes questions qu'on a répondues il y a 3 ans. Non, ça se peut pas qu'on fasse ça de même. Les sols ne le permettent pas, l'ingénieur veut pas. Fait qu'arrêtez de me demander ça, je peux pas faire ce que vous me demandez. Le projet de remplacement, pour ce que vous me demandez, c'est de telle façon, c'est ça qu'on a soumis dans nos permis de construction, c'est qu'à un moment donné, là, les wish lists de souhaits, là, c'est pas Noël, là. C'est du logement qu'il y en a qui couchent dans la rue, puis c'est du logement que monsieur, madame, tout le monde ont de la misère à se payer parce que c'est rendu trop cher. Arrêtez avec vos demandes sans fin qui prennent 5 ans pour avoir un permis de bâtir. C'est artificiel, la crise du logement est inventée par les gouvernements qui ne veulent pas que ça se règle. La première fois qu'on s'est croisés, tu me racontais l'histoire de toi et ton frère. Comment vous avez commencé, vous avez acheté le vieux monsieur pas loin de chez vous, vous avez spoté qui commençait à avoir de la misère à s'occuper de son building. Vous avez commencé avec des buildings un peu tout croche. Vous êtes rendu avec une des compagnies immobilières les plus importantes au Québec. Donc, vous avez commencé quelque part, puis c'est le cas de tout le monde. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore faisable, ça, de dire, regarde, moi, j'ai 25 ans, je veux bâtir un 4 logements, puis je veux commencer à faire des... Est-ce que vous avez fait, est-ce que c'est encore faisable ou c'est de plus en plus difficile pour les gens? Parce que, ultimement, on a besoin de gros joueurs comme vous autres, mais on a besoin aussi des petits, parce que vous l'avez été, puis vous avez fini par grossir, puis souvent, c'est ça. Les gros propriétaires à Québec qui ont 400, 500, 600, 800 portes, ils ont commencé avec 4 portes, là. Absolument. Est-ce que c'est encore quelque chose qui va être dans l'ADN des Québécois? Moi, depuis que je suis jeune, que j'en connais du monde autour de moi. Puis moi, je l'ai été moi-même. Moi, j'en ai eu ici au Québec, j'en ai eu en Floride, je l'ai fait. Puis on en connaît plein. Là. Mais est-ce que c'est encore faisable ou avec toutes les règles, puis toutes les patentes, puis justement les histoires de financement, puis les coûts que tu dis, regarde, je calcule de quoi, je veux bâtir un 4 logements, je regarde mes coûts de construction, tous les règlements, toute la patente, retiens ton eau, mets telle affaire pour le stationnement, coupe ci, coupe ça. Puis là, tu fais le calcul, tu dis, mon logement, il arrive à 2000 $ par mois, il n'y a personne qui va le louer. Ou ils n'auront pas le moyen, ils vont vouloir le louer, mais ils n'auront pas le moyen de le louer. Est-ce que c'est encore faisable ou il y a trop de bâtons à toutes sortes de niveaux qui fait que ces gens-là vont se décourager puis ils vont mettre leur argent ailleurs? Je le souhaite. Puis souvent, on a déjà été en public ensemble, Jeff, les gens viennent te voir, te connaissent, mais les gens viennent me voir aussi. Puis des fois, il y a des parents qui viennent me voir pour me présenter leur ado de 14, 15, 16 ans qui dit qu'il aimerait ça faire comme moi un jour puis qui suit un peu notre compagnie, puis je l'encourage. Puis il me demande des conseils, puis je dis, il faut jamais que tu te décourages. Tu vas avoir des millions d'obstacles en avant de toi. Il faut que tu les passes une par une, puis il ne faut jamais que tu te décourages. OK? Fait qu'une société en santé, ça a des jeunes entrepreneurs, puis ça a de la relève qui commence petit. Puis il y en a qui veulent rester petits parce qu'ils aiment ça de même. C'est bien parfait. Il y en a qui vont devenir moyens, puis il y en a qui vont devenir des gros entrepreneurs avec des compagnies d'une certaine envergure. Puis ça fait une société en santé. Ceci étant dit, je me demande souvent, chez nous le soir, en temps de réfléchir, puis en repensant au passé, là, je me demande 2 choses. Est-ce que je serais capable de refaire ce qu'on a fait dans le temps pour devenir gros comme on est rendu aujourd'hui? Puis si je retourne dans le temps et je sais comment ça va se passer, est-ce que je vais me décourager d'avance ou je vais décider de le faire pareil pour tout passer les obstacles qu'on va avoir sur notre route, OK? De plus en plus, ça va être difficile. Est-ce qu'il y a plus d'obstacles là que dans ton temps? Il y a beaucoup plus d'obstacles là. Les règlements bancaires, suite à la crise des papiers commerciaux en 2008, se sont énormément resserrés. Les taux d'intérêt sont très élevés. Les réglementations se sont multipliées. Moi, ce que je pense qui va arriver, puis qu'est-ce que je commence un peu à voir, là, c'est que des plus petits entrepreneurs, il va toujours en avoir. Puis des courageux, puis des fonceurs, des fonceuses, il va en avoir. Puis des plus grosses compagnies comme nous autres vont réussir à tirer leur épingle du jeu parce que là, il y a toute une machine, puis on a une équipe de 150 en arrière de moi qui nous supporte. Fait que ça finit qu'on réussit à dépasser les obstacles. Puis toute la catégorie entre les deux, des moyens entrepreneurs de taille moyenne, eux autres, je pense qu'ils vont avoir vraiment beaucoup de difficultés. Ah oui. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver à terme. Puis c'est pas nécessairement une bonne chose.
S'il y a des jeunes qui nous écoutent présentement ou des gens qui veulent se lancer en affaires dans l'immobilier, je vous incite à le faire. Je vous incite à être courageux. Je vous incite à pas trop regarder les obstacles d'avance pour pas vous décourager. Mais c'est certain que c'est beaucoup plus compliqué. Les barrières à l'entrée sont beaucoup plus hautes maintenant que quand on a commencé. Est-ce que c'est moi qui rêve ou je suis parano? Mais quand je regarde Valérie Plante à Montréal, puis d'autres à Laval, puis il y a beaucoup de maires très QS, on en a un à Québec, entre autres. J'ai l'impression qu'ils veulent quasiment que du logement HLM, possédé par soit le gouvernement, soit les villes. Puis c'est un peu ça, là, un peu à la socialiste communiste. On dirait qu'ils veulent être... On voit, là, il y a plein de moves. Là. Valérie Plante achète pour 22 millions de dollars sans chambre. Tu sais, 220 000 piastres de la chambre. Oh my God! Qu'est-ce qu'ils font là, eux autres? Et ils s'en vont là-dedans, là, de plus en plus. Est-ce que vous sentez ça des fois qu'il y a une volonté politique de posséder le parc immobilier plus forte qu'avant? Ça en prend du logement social. Je suis d'accord avec le logement social. Il y a une catégorie de personnes dans la population qui a besoin de ça pour vivre une vie convenable, adéquate et être en sécurité dans leur habitation de qualité. Je vais donner un exemple. Nous, à Fleur-de-Lys, on a gardé une portion de terrain, puis une belle portion de terrain bien située sur le site, près des transports en commun, des axes routiers. Puis on a déjà annoncé aux 3 paliers de gouvernement qu'on était 100% d'accord que ça devienne du logement social qui appartient à un organisme sans but lucratif. Puis on est prêt à commencer cette construction-là demain matin. C'est un endroit sur le site où il n'y a pas d'immeuble présentement dessus. On est capable de construire ça demain matin, OK? Il n'y a aucun financement de aucun des paliers de gouvernement. Là, tout ce qu'on entend, c'est ils disent tout, on veut du logement social, mais ils ne mettent pas l'argent aux bonnes places pour le faire. Fait que c'est une autre affaire qu'on est capable de faire 250 unités de logement, qu'il y a des gens à faible revenu qui vont pouvoir bénéficier de ça. La journée qu'on commence ça, nous autres, 24-30 mois après, c'est prêt. Puis là, ça fait 2, puis 3, puis 4 ans. Puis je vais utiliser le terme qu'on gosse après ça pour essayer de faire du logement social à Fleur-de-Lys, puis il n'y a aucune allocation gouvernementale d'argent pour faire ça. Fait que tu sais, à un moment donné, ça fait beau à TV de dire que tu veux du logement social, mais tu sais, il faudrait un peu que les bottines suivent les babines là-dedans, là. Donc là, j'en reviens, parce que je vais te laisser sur un dernier sujet juste avant que tu partes. C'est important de rappeler que tu relances le premier ministre du Québec, François Legault, et le ministre de l'Économie, puis tous ceux qui sont impliqués là-dedans, on peut même aller jusqu'à Fitzgibbon qui brasse toutes sortes d'affaires. Donc, toute l'équipe économique de la CAQ et du gouvernement actuel, il y a une passe là. Il y a 2 chefs. OK, un qui l'avait annoncé il y a quelque temps, il avait dit, je pense qu'il y a peut-être une semaine ou à peu près. Donc, Poilievre avait dit, je suis au pouvoir, j'enlève la TPS sur la construction de logements locatifs pour la crise du logement. Je l'enlève, fini, terminé. Trudeau, hier, a fait la même chose. Donc, peu importe qui est au pouvoir, probablement même que ça va être sauté avant l'élection, cette affaire-là, parce qu'il y a une crise là. Donc, il faut rappeler que le premier ministre doit se virer Saint-Dicenne. Bien, on se rappelle, le premier ministre Trudeau, hier, a dit qu'il enlevait la taxe et qu'il prenait les mesures législatives immédiatement pour que ça se fasse à court terme, a invité les premiers ministres des autres provinces à enlever leur taxe provinciale plusieurs l'ont fait. Sur le logement parce que c'est pas un choix de se loger correctement. Plusieurs provinces, ce matin, annoncent qu'ils vont le faire. Je vois pas pourquoi que le Québec continuera à taxer quelque chose qui est un bien essentiel. Deuxièmement, Jeff, on a le maire Marchand ici à Québec qui a demandé dans les derniers mois au gouvernement provincial un pouvoir de taxation additionnelle pour taxer les nouveaux logements qui sont le long du tracé du tramway. Je vois pas comment le premier ministre du Canada enlève ses taxes, les premiers ministres des provinces enlèvent les taxes pour donner un break au monde, puis que le maire Marchand va en inventer une nouvelle. À un moment donné, il faut qu'on revienne sur la terre, là. Ben oui, c'est clair. Je peux pas faire autrement que, vu que j'étais là, parler 2 minutes de... Est-ce que le marché est plus dur? Est-ce que tout est plus difficile en ce moment avec tout ce qui est arrivé avec l'histoire de Stéphane Huot? C'est difficile pour 2 choses. C'est difficile pour les taux d'intérêt, les banques, les grandes banques canadiennes. Les banques sont frileuses? Encore la semaine dernière, là, j'étais à Toronto. Les banques sont frileuses. On arrive présentement, on a des renouvellements de prêts pour des immeubles qu'on a depuis 2006, 2008, 2010, des immeubles commerciaux avec des bons locataires dedans, des épiceries, des pharmacies, des banques. Puis c'est difficile. Le renouvellement de prêt, il va se faire là, parce qu'on a l'immeuble depuis longtemps et on est en santé financière, là, mais c'est ardu. Ça prend du temps. Il faut s'abstiner avec les banques. Ils essayent tout le temps de recouper les montants de financement parce qu'ils n'ont plus beaucoup de liquidités, eux non plus.
parce que le surintendant des institutions financières à Ottawa, puis je ne rentrerai pas technique, là, a exigé aux grandes banques canadiennes d'augmenter leur taux de réserve en cas de mauvais paiement de façon importante. Donc, s'ils augmentent... Donc, s'ils mettent de l'argent de côté au cas où, ils ne sont pas en train de la prêter. Ils ne sont pas en train de la prêter. Donc, c'est très difficile pour cette raison-là, présentement, dans l'immobilier commercial. Dans l'immobilier résidentiel, qu'est-ce qui est dur présentement? C'est que pour faire qualifier un nouveau prêt multirésidentiel, les taux d'intérêt sont tellement élevés que tu n'as aucun autre choix que de faire affaire avec la SCHL Ottawa, qui est une organisation du gouvernement fédéral pour assurer ton prêt, ce qui te permet de réussir à faire qualifier ton prêt qu'avant ça, on n'avait pas besoin de la SCHL. Puis la SCHL, présentement, autant la façon d'analyser les dossiers que les délais sont insoutenables, c'est impossible, ça va imploser de l'intérieur si ça continue comme ça. Wow. William, comme toujours, tu es toujours très clair, puis regarde, précis. C'est le fun de voir qu'il y a des gens qui viennent nous expliquer comment ça fonctionne, puis ça confirme beaucoup de choses que nous, on n'est pas dans ton domaine, on n'est pas dans le domaine de tout le monde, mais quand les gens qui sont dans leur domaine viennent nous expliquer exactement ce qui se passe, ça fait toujours du bien de l'entendre. Donc, regarde, on commence à leur dire encore, François Legault, c'est dans sa cour, là. C'est dans sa cour, puis il faut qu'il réagisse rapidement. On est dans des histoires des fois un peu banales, mais là, on a une bonne histoire. Je sais pour monsieur tout le monde, des fois, c'est comme, moi j'ai ma maison, tout est beau, ma maison est payée, etc. Mais une crise du logement, c'est une crise sociale. C'est du monde dans la rue, c'est de la violence, c'est du crime, et c'est ça qu'on ne veut pas. Donc, il ne faut pas attendre que tout ça soit rentré, parce que l'arranger après, c'est beaucoup plus difficile. Il faut faire vite. Je dirais que la POC est dans la cour pas mal, dans le bureau du premier ministre. Donc, à lui de rapidement envoyer un message aux gens qui, comme William et les autres à travers le Québec, qui ont la chance et, je dirais, l'expertise pour bâtir le plus rapidement possible une tonne de logements qu'on a besoin. Il rentre plein de monde en place. Là. Il rentre des immigrants à pas jeter. Il rentre beaucoup de monde. Les boomers ne meurent pas, donc ils sont toujours chez eux. Ils ne veulent pas aller dans les CHSLD, puis on les comprend. Donc, il y a un problème de porte en ce moment. Il faut faire quelque chose. William, merci. Merci beaucoup. Très apprécié. William Trudel de Trudel Corporation. Regarde, on se dit à la prochaine parce que c'est toujours le fun de se jaser. On vient dans un instant, c'est Carlos de Punisher qui va être là pour nous parler de Tucker Carlson et d'une entrevue qu'il a fait sur une histoire avec l'Ukraine cette semaine sur X. On revient sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. How do you do? RadioPirate.com. Radio Pirate. OK, Radio Pirate Live, on est 50-50. Live, mais tantôt, on a 2 blocs, comme je vous le disais tantôt, on a 2 blocs où on vous passe des bouts que notre ami Mr. White, notre producer, Mr. White, nous a gardés pour des bouts de Prime. On va vous faire découvrir le beat du Prime, donc on vous le dit souvent, mais je tiens à vous le répéter. Donc, on fait des bouts du Prime le vendredi dans le live. On vous l'offre gratuitement, les cheap. Et le but ultime, c'est que vous vous joigniez à nous autres. Mais là, pour l'instant, il était avec nous un peu plus tôt ce matin sur le Prime. C'est notre chum Carlos de Punisher qui est là. On a jasé de plein d'affaires à matin. On a eu bien du fun. On a jasé de Biden. On a jasé de Plastique Bertrand. On a jasé des... C'est quoi les CF Moto? C'est ça de Carey Price. On a jasé de UFO. On a jasé d'un paquet d'affaires, finalement. On a eu du fun. On a eu... c'est 3 heures. on a pas mal de sujets en 3 heures. Donc, si ça vous tente, allez vous inscrire sur Radio Pirate Prime. Allez sur radiopirate.com et vous pouvez l'écouter un peu partout sur toutes les applications que vous aimez. Carlos, resalut. Comment tu vas, my friend? Yes. Parce que les gens dans le live, les boys, je ne me connaissent pas tout le temps. Fait que faut les mettre dans le beat du Prime. On a du gaz. C'est pas du Red Bull. Toi, c'est du... C'est quoi tu penses, toi, que tu nous as envoyé? Ça s'en vient. Je vous ai envoyé du 3D Energy livré par notre ami Jeff. Jeff Gilbert, que je salue. Jeff Gilbert de Thetford Mines, qui est un super de bon Jack, branché sur tout, qui lui, il en sait des affaires. Lui, avec sa belle et gentille Lisa. C'est Lisa. Je pensais que c'était Lina. C'est Lisa. Hein? Non, Lisa. Oui. Lisa. Est-ce qu'elle travaille encore dans un restaurant dans le coin là-bas? Oui, travaille encore dans 2 restaurants de Thetford Mines. 2 restaurants. Donc, World famous Lisa. OK. Donc, on est salué. Mais écoute, c'est drôle parce que, c'est-tu dans le live d'hier
Jerry, que tu m'as parlé de Tucker Carlson. Oui. Et tu m'as dit que Tucker Carlson a fait un super entrevue. Il est allé. Mais oui, c'est dans le live. On a parlé de l'Argentine. Il est allé voir parce qu'il y a les élections là-bas. Puis là, il y a un candidat un peu bizarre. Les élections sont cet automne, mais il est allé faire un genre de compte-rendu de ce qui se passe. Parce que là-bas, les autres, ils vivent l'hyperinflation. Tu as l'inflation, puis les autres sont rendus à l'hyperinflation. Ils vivent ce que le Venezuela a vécu il y a plusieurs années. C'est ça? Bon, on dirait qu'ils sont comme entre nous autres puis le Venezuela où ils sont rendus à manger le cheval dans le zoo. Là. C'est pas ce qu'on comprend la patente là. Ils sont comme... Ils ont un pied... Non, mais c'est vrai, ils ont un pied dans le gros trouble. Là. Oui. S'ils mettent le deuxième pied, c'est terminé. Là. Donc, ce qu'il faut apprendre de ça, puis la gang de Radio-Canada, tu nous as parlé tantôt ce matin sur Prime, Carlos, quand Céline Guélipeau a fait le reportage avec Radio-Canada sur ce qui se passe en San Francisco, les buildings vides, les itinérants dehors, mais il explique jamais le pourquoi. Pourquoi une place si riche est rendue là? Il dit jamais le pourquoi. Ben, c'est pas compliqué, c'est le socialisme. Voilà. Okay? C'est le socialisme mur à mur, et c'est sur ce chemin-là qu'on est rendu, et on court après le trouble. Pourtant, on a des exemples partout sur la boule que le socialisme, c'est le chemin vers une grande pauvreté. C'est le chemin vers l'esclavage, c'est-à-dire qu'on devient esclave, on est obligé de travailler, on est obligé de survivre, mais il ne nous reste rien. On est pauvre comme la gale. Il n'y a rien de trippant là-dedans. Et tu me dis, Tucker Carlson a fait un super... Entre autres, à un moment donné, c'est excellent. Il change l'argent. Là. Exactement. Il s'en va, il prend un 100$ US. Tu sais, c'est visuel, là, mais quand même. Il prend un 100$ US puis il arrive dans un bureau de change. Et la personne lui donne des liasses d'argent. Je pense une douzaine, une quinzaine de paquets. Tu sais, on voit comme... Tu sais, comme des vraies liasses d'argent. Ça te prend quasiment un sac à 10 $. Oui, tu peux pas partir ça dans tes poches. Là. Donc, pour le 100$ US, là, il dit, coudonc, vous me donnez tout ça? Oui, c'est ça que ça vaut. Ouais. Ben là, lui, il s'en va avec ça. Mais il y a un côté comique, mais c'est triste. Mais l'Europe, ce qu'il a fait, là, c'est, je te dis, il faut le voir. C'est vraiment bon. Est-ce que tu penses que des profs de l'Université Laval ou de l'UQAM, est-ce que tu penses que des profs universitaires ou dans des cégeps vont montrer ça à leurs étudiants? Non, ils vont juste dire que Javier Milei, parce que... Le gars avec la chainsaw. Le gars de la chainsaw, le gars qui a les cheveux bizarres, le gars qui va peut-être être élu l'automne prochain. La seule chose qu'ils vont dire, c'est que ce gars-là, c'est un cave. OK, c'est ça qu'ils vont dire. Le résumé, c'est ça. Mais lui, c'est le résultat d'une dérape depuis des décennies, là. Donc, lui, il arrive, là, il est très, très cru. Avoue, Carlos, qu'on croise souvent, soit sa construction, des gars qui viennent livrer pour Home Depot, qui nous jasent. Dans le sud de la Floride, énormément d'Argentins. Oui. Et ces gens-là sont partis de l'Argentine justement à cause des problèmes économiques. Bon, ils voulaient avoir une vie meilleure, etc. Mais c'est des gens qui sont encore amoureux de leur pays. Le bon vin, le bon bœuf, etc. La joie de vivre. Le pays magnifique. Le pays de Messi. Mais la Patagonie, qui est une des plus belles places au monde. Oui, c'est incroyable. La Patagonie, c'est extraordinaire. C'est là qu'a été découvert les plus gros dinosaures au monde. Nous autres, j'ai déjà travaillé là, on était là 2 ans de temps. C'est un beau peuple. C'est un peuple avec des belles valeurs. Et c'est un pays extraordinaire. Et les Argentins qui sont ici dans le sud de la Floride, c'est un peuple super fin. Tu sais, malheureusement, je suis obligé de dire d'un fouet, tu sais, les peuples, tu sais, c'est plus naturel de te sourire, puis de te saluer, puis tout ça. Puis travaillant, et les Argentins, ils ont un doigté dans la construction extraordinaire. C'est souvent, Jeff et Jerry, ceux-là qui font la finition. Exact. Les Argentins. Si vous commandez des comptoirs chez Home Depot, des comptoirs en granit ou en choses, là, c'est souvent au début, je pensais que c'était des Italiens qui faisaient ça. Mais c'est des Argentins qui sont excellents là-dedans, sont très minutieux. Okay. Le quartz, les patentes, les affaires, l'installation. Ils vont te finir tes coins de mur au lieu de les mettre pointus, carrés. Là. Eux autres, ils vont t'arrondir ça. Il y a beaucoup d'artistes là-dedans. Exact. Donc, ceux qui ont des maisons. Mais ils adorent leur pays, hein, mais ils ont de la peine. Maintenant, il disait j'ai appelé mon père. Il n'y a plus rien à faire. J'ai appelé mon père, j'ai dit Père, viens nous trouver, ça n'a plus de sens. Sa retraite, ça ne vaut plus rien, l'argent qu'il a. Il est dans la misère. Il dit viens-t'en. Ils aiment leur pays, mais leur pays est démantibulé par le socialisme. C'est triste en jouant le vert. Là. Ils sont pris aussi. C'est ça l'histoire, c'est qu'eux autres, avec leur salaire, avec, by the way,
Je pense que il y a beaucoup de monde qui ne travaille pas. Le chômage est très élevé. Puis l'affaire aussi, c'est que la moitié, je vois de mémoire, là, je pense que la moitié des travailleurs, donc ceux qui ont une paye, là, travaillent pour le gouvernement. À un moment donné, t'es comme poignant. Non, c'est dit. C'est ailleurs qui cite ça. Non, mais Jeff, c'est. Je te dis, ça vaut vraiment. Puis la peine de voir. On est sur le bon chemin. Hein? Oui, mais puis Buenos Aires, la capitale, OK? 18 millions de personnes. Ah, c'est une ville de toute beauté. Mais là, on commence à voir justement l'effet des écoles de en la ruine, voilà, des écoles en ruine, des routes maganées, des hôpitaux, des graffitis sur des belles bâtisses. Beaucoup de crème, les boys. Beaucoup de crème à Buenos Aires. J'aimerais tellement pas ça, vivre ça. Là. Non, hein? Non. Ça me ferait. J'ai vraiment de la peine pour eux autres. J'espère que ça ne nous aura jamais, toutes ces affaires-là. Mais on s'en va pas mal vers là. On s'en a un pied dedans, nous Mais aussi. Carlos me dit, j'ai une autre affaire sur Tucker Carlson. Je ne savais pas trop ce qui s'en allait avec son histoire de Barack Obama qui est gay la semaine passée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Mais regarde, 9 fois sur 10, il est dans Bullseye. C'est quand j'ai pas vu le reportage que tu me parles. En fait, tu ne m'as pas dit vraiment quel est le sujet, mais tu me dis, Jeff, il faut que tu regardes sur X, il faut que tu regardes Tucker Carlson. Et c'est sur quel sujet exactement? Ben, le sujet, c'est l'Ukraine et où que le gouvernement américain est rendu aujourd'hui avec la gang qui lead un peu des socialistes, la gang de démocrates, puis tout ça en ce moment. Puis aussi que les États-Unis s'en vont à la déchéance. Puis comme de quoi, on a un système politique qui est complètement malade. Et quand je dis malade, pas une gang de malades, mais le système démocratique est malade. La façon que les démocrates attaquent les républicains, comment ils attaquent l'ancien président Donald Trump. N'oubliez pas que ça laisse des précédents. Là. En ce moment, ça vient d'être annoncé il y a quelques jours, il y a un début de impeachment. Qu'est-ce qu'ils ont attaqué Trump? Les républicains font la même chose, parce que les républicains ont la Chambre. Donc, les républicains attaquent Joe Biden avec l'histoire d'Hunter Biden, blanchiment d'argent avec l'Ukraine, la Pologne, la Russie, la Chine, tout ça, avec toutes les preuves de versement bancaire, parce qu'ils ont des preuves. Là. Et là, ils commencent l'impeachment. Et là, Tucker Carlson, by the way, merci Tucker d'avoir quitté Fox. Oh, il est meilleur. Merci d'avoir quitté Fox. Il est libre. Il est libre. Un peu comme moi quand j'ai quitté Choix. Extraordinaire. Oui. Félicitations. Oui, puis ben, tu le dis, tu te sens libre, puis en plus, t'en as moins épais ses épaules. Puis il n'y a pas personne pour dire non, tu n'as pas le droit de parler de ça. Ou il y a quelqu'un qui t'appelle après le show. Ça t'arrivait une fois de temps en temps. Oui. Il y a du monde des fois qui appelait. On a des enjeux. On a des enjeux. Oui, des enjeux. Tucker Carlson, il dit moi, c'est fini. Je m'en vais direct au point. Il travaille avec son frère. Il fait le tour du monde. Il fait les entrevues qu'il veut faire. Et by the way, il négocie une entrevue avec Vladimir Poutine en ce moment. Mettez ça de côté. Je ne sais pas si ça va arriver. Mais il négocie une entrevue avec Vladimir Poutine. Et je m'en reviens, c'est qu'il a fait l'entrevue avec le premier vrai, fantastique colonel Douglas McGregor. Ceux qui parlent anglais, vous devez aller sur YouTube ou sur X, whatever, aller chercher cette entrevue-là. Tucker Carlson avec colonel Douglas McGregor. Le Douglas McGregor, c'est la première fois, parce qu'on en a parlé, nous autres, quand la guerre a pris entre la Russie et l'Ukraine, et on avait un débat à l'interne, un drôle de débat, parce qu'on essaie d'aller d'après nos connaissances, nos recherches qu'on faisait, c'est qu'on essaie de comprendre c'était qui l'agresseur, puis c'est quoi que les nouvelles ici essaient de nous faire croire, c'était quoi vraiment le vrai problème en dessous de ça, c'est une guerre qui va durer 1 mois, c'est une guerre qui va durer 3 mois, c'est une guerre qui va durer 1 an, 5 ans, 10 ans. On ne le savait pas. On en a parlé à Radio Pirate. On a parlé beaucoup dans le Prime. Mais il y a une chose que je peux vous confirmer, que ceux qui étaient sceptiques à certains arguments de moi, Jerry et Jeff et Mr. White, c'est qu'on expliquait quelque part, pour ceux qui étaient au courant, pour commencer avant que la guerre prenne, tout le monde est unanime, incluant tous les représentants aux États-Unis et Canadiens, l'Ukraine est le pays le plus corrompu au monde. Oui, même ça, plus que le Mexique. Oui, ça, regarde, faites-le dans Google, vous allez voir. Là. Bing, 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 bing. C'est très Ukraine. C'est très Ukraine. L'autre chose que le colonel Douglas nous confirme, c'est que il y avait un génocide qui se passait avant que la Russie décide d'envahir l'Ukraine. Ben oui. Donc, Jerry l'a bien expliqué. Hein, Jerry, il y a 2 provinces dans le sud-est de l'Ukraine.
Oui. Le Donbass, puis l'autre, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom. Et pour que les gens qui ne le savent pas, tu veux parler de quoi, Carl? Il y a un génocide, c'est quoi tu parlais? C'est que, moi, l'exemple que je vous avais donné à vous autres, c'est le Québec dans le Canada. Là, tu vas dire, ça rapporte quoi, le Québec dans le Canada? Bien, au Québec, on parle français. Dans le sud-est de l'Ukraine, ils parlent le russe. C'est des Russes qui habitent là. Le reste, ils parlent l'ukrainien. On s'entend bien, entre le russe et l'ukrainien, ils se comprennent, mais c'est comme au Québec, quelqu'un qui a un accent. Mais prenons les Canadiens anglais contre les Québécois. Et à partir de là, le genre d'armée spéciale qu'il y avait en Ukraine, ils rentraient dans les deux provinces, cognaient aux portes des gens quand ils savaient que c'était des Russes, et ils les exécutaient, ces perrons, et ils s'en allaient. C'est le Donetsk que tu cherchais, l'autre province. Le Donetsk, merci. Ils ont tué plus de 40 000 Russes dans les deux provinces. Et là, les Russes, il y en a qui ont pris l'avion, il y en a qui ont réussi à aller voir Vladimir Poutine. Ça, je vous parle là, d'une pression que 6, 7, 8 ans là, de temps. Et le colonel Douglas le confirme. Là. D'ailleurs, je veux juste vous rappeler que le gouvernement Harper, à ce moment-là, appuyait l'Ukraine dans cette histoire-là, on parle de 2014-2015, et que les journalistes québécois étaient en calice après Harper en disant Harper prend pour l'Ukraine parce qu'il y a plein d'Ukrainiens dans l'Ouest qui votent pour lui. Puis eux autres, ils disaient nous autres, on est avec Poutine, puis on est avec Barack Obama là-dedans, puis on aime Poutine, puis on est amis maintenant avec les Russes, puis il prend un pays corrompu, puis un gouvernement douteux. Et là, aujourd'hui, c'était même un pays voyou. Et là, aujourd'hui, ces mêmes journalistes-là font exactement l'inverse. Ils ont fait un 180 degrés, comme une gymnaste. Ah, c'est épouvantable. Puis c'est un peu ça que lui, il parle. Il parle à un moment donné de la politique américaine, il parle des médias qui rapportent à peu près n'importe quoi, mais l'histoire de génocide, il n'y a personne qui en a parlé. Donc, Vladimir Poutine a tellement eu de pression par les Russes qui habitaient le sud-est de l'Ukraine que finalement, il a décidé d'envoyer une militia à la base. Le gars qui vient de mourir d'un accident d'avion, c'est Wagner Group. Lui, il a engagé le Wagner Group puis il les a backés pour aller défendre les deux provinces. Ça a duré pendant plusieurs années. Là. Vous ne le savez pas, là. Mais ça, c'est quoi une militia? Ça veut dire que c'est un entrepreneur privé. Il se fait engager pour aller défendre le monde que là. Ça s'est passé pendant plusieurs années. Maintenant, je m'en reviens à Zelensky. Dans l'entrevue, le colonel McGregor parle encore de Zelensky. Il ne faut pas oublier que Zelensky, pour commencer, lui, il le traite de clown. Juste avant d'aller plus loin, Zelensky, cette semaine, qui a dit quasiment qu'il aimait Poutine, puis que si Poutine était là, ça irait mieux. Là. Ça a dû avoir shaké un peu de monde, ça. Bien, c'est là que je vais en venir. C'est que c'est bon que tu m'amènes ça, Jeff, parce que Zelensky, lui, c'est un pantin, OK? Lui, il s'est fait mettre chef du parti par du monde en arrière qui était tanné de l'ancien qui était là. C'est tout le temps ça en politique, anyway. Et Zelensky, lui, a gagné les élections avec son peuple parce que le peuple ukrainien savent qu'est-ce qu'il faisait aux Russes qui étaient dans le sud-est. Puis savait qu'il y avait de la milice là, puis là, la milice commençait à gagner pas mal, puis la milice commençait à faire des ravages pas mal. Et lui, il se fait élire avec une promesse, par son peuple. Son peuple a voté pour lui. On va faire la paix avec la Russie, je vais m'asseoir avec Vladimir Poutine, et je vous promets qu'il n'y aura plus de guerre en Ukraine. Lui, il se fait élire avec ça, là. Fait qu'il il avait dit plus de corruption, plus de guerre. Plus de corruption, plus de guerre. Je Puis prends l'avion. Puis je vais vous faire rire à travers. Je m'en vais à Moscou. Ouais, c'est un humoriste, lui. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est un humoriste. C'est dingue, c'est ça qu'il dit. Lui, il n'y a aucun respect pour ça. C'est dingue. J'ai même aimé ce que Douglas McGregor a dit. Il dit qu'il était même se présenter à jouer du banjo nu sur des stages. Là. Ah oui, le morceau à l'air. Pouvez-vous prendre ce gars-là au sérieux aujourd'hui quand un gars il a joué tout nu sur un stage avec un banjo? Ben non. Il dit ça à Tucker Carlson. Tucker, c'est pas compliqué. L'entrevue du début jusqu'à la fin, je pense que Tucker, il pose 4 questions. Il a le panneau ouvert puis les yeux sortis de la tête. Tout comment que le colonel Douglas McGregor, je vous le dis, là, quand on dit à un moment donné, on a des mentors dans la vie, puis il y a des gens qui ont le tour d'expliquer comment ça marche, puis tu ne doutes pas de sa parole, puis comment il t'explique ça, puis blablabla, comment la vie marche, comment la politique marche, pourquoi lui était là, pourquoi tel pays, telle affaire. Lui, il devrait être président des États-Unis aujourd'hui. Je vous le dis, il n'aura pas de guerre. Puis il le dit lui-même. Lui, là, il dit pas compliqué. Poutine n'était pas prêt pour la guerre.
il ne voulait pas la guerre, il y était parce qu'il n'avait plus le choix. Oui. Parce que son peuple se faisait assassiner. Oui, parce que la gang là-bas. de Biden voulait aller... C'est l'histoire de l'ONU, puis aller se mettre les pieds proches de la Russie. Exact. Tout le monde sait NATO, ça, là. Tout le monde aller sait mettre ça. aller mettre une base de NATO, parce qu'il ne faut pas oublier, Donald Trump, lui, il parlait toujours de faire une guerre avec l'Ukraine, tout ça, les affaires. Trump, il est parti en avion, il était voir Vladimir Poutine, il dit, c'est quoi le problème avec chose? Ben, il dit, là, il y a un génocide, tout ça, puis ils veulent mettre une base de NATO. Ben, il dit, Trump, il dit, si je te promets qu'il n'y aura pas de base de NATO, est-ce que tu vas laisser le monde tranquille? Il dit, ben, moi, je ne veux pas la guerre, il dit, pas de trouble. Shake hands, sont donnés à la main, c'était terminé, il ne s'est rien passé sur le règne de Trump. Mais n'oubliez pas que la swamp aux États-Unis n'est pas content de ça. Ceux qui vendent de l'armement, ceux qui vendent des balles, ceux qui vendent des missiles. La gauche sans cœur, la gauche débile, la gauche sauvage sont maintenant pro-guerre. Moi, c'est une révélation incroyable pour moi dans la dernière année et demie. Là. Ces gens-là sont devenus overnight. Ils sont tombés amoureux des compagnies pharmaceutiques. Ah ouais, ça, c'est très louche. Et après ça, ils sont devenus pro-guerre. Moi, je comprends plus rien. Là. Moi, je comprends plus la patente dans gauche. Là. Ils sont complètement sautés sur le crank. Fait que là, il termine la guerre en sauvage en Afghanistan, puis il laisse des milliards de dollars d'équipement en arrière. Il laisse même des combattants américains sur le tarmac, alentour des gates, qu'il y en a qui se sont fait tuer, puis il y en a un paquet qui ont passé au Congrès, puis il y a des parents de militaires qui crachent sur Biden, puis la gang dit, vous êtes une gang de pas de cœur, vous avez laissé mourir mon enfant là, j'ai jamais vu ça dans l'histoire des États-Unis. Ça, c'est le même bonhomme Biden cette semaine, qui est le premier en 22 ans à ne pas avoir été aux célébrations de 9/11 en personne. N'oubliez pas ça, là. Ouais. C'est le premier président depuis 22 ans. Ben, mais il faut toujours l'excuser. Ouais. Il faut toujours l'excuser. Oh, il est fatigué, le monsieur. Oh, il fallait qu'il aille au Vietnam. Puis là aussi. Sa femme a COVID. Il y a toujours une raison quelque part. Fait que je reviens à Douglas McGregor. Douglas McGregor, il dit, regardez, là, on va vous expliquer comment ça se passe aux États-Unis. C'est très simple. Dans le temps qu'on a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y avait 7 générales à 4 étoiles pour 12 millions de combattants. Notre armée, on était à 12 millions, on était à 7. Et je vais les énumérer, c'était qui les 7? Il énumère un après l'autre. Eisenhower, le ci, le ça. Chacun s'occupait de département. C'était pas un méli-mélo. Ils se parlaient tous entre eux autres. Bing, bonsoir. Aujourd'hui, il y a 1,2 million de soldats aux États-Unis. Il y a 44 4-star général que là-dessus ou colonel. Ouais. Il y a 44. Il dit, maintenant, ces 44-là doivent justifier leurs étoiles, leur pression, tout ça. Donc, politiquement, ils se font tous donner des cadeaux par en arrière. Ils sont tous sponsorisés par des compagnies, tout ça, la Swamp. Et ces personnes-là sont dans le système, dirigent encore le militaire américain par en arrière, tout ça. Pourquoi? Pour pas les bonnes raisons. C'est pas vrai que dans notre système, il y en a 44 qui a besoin pour 1,2 million. Il dit, dans le temps, c'était 7 pour 12. Fait que le ratio ne fonctionne pas. Ça, c'est malade. On l'a toujours dit. Quand il y a plus de chefs que d'Indiens, c'est de la merde. Exactement ça. L'autre chose qui était véridique que dit, il dit, la presse ici essaie de faire croire à tout le monde que l'Ukraine gagne la guerre. Il est parti à rire. Il dit, l'Ukraine gagne la guerre. Il dit, OK, je vais vous le dire. Moi là, au renseignement que j'ai aujourd'hui, il y a 400 000 combattants ukrainiens qui sont morts. 400 000. Tucker, il dit, pardon? Il dit, oui, il dit, il y en a 400 000. Mais il dit, comment il y en a de Russes? L'évaluation du côté de la Russe est entre 40 et 50 000. Ils ont 1,2 million de combattants aux frontières qui sont prêts à y aller à tout temps. Ouais, ils ont au-dessus d'un million de combattants d'ouvrir la machine, malgré tout ce qu'on entend, s'ils décident d'ouvrir la machine, ça finit en c'est fini. Ben oui. C'est exactement ce qu'il dit. Si, tu as raison, Jeff, s'ils rouvrent la machine, c'est terminé, il n'y a plus d'Ukraine. D'une façon ou d'une autre, l'Ukraine est défaite au tiers. Il n'y a plus d'Ukraine. Il n'y a plus rien. Ouais, je vous le dis, il n'y a plus rien. Pareil, et là, le problème... guerre de marde. C'est de la guerre de marde, parce que le problème qu'il y a, c'est qu'en ce moment, il y en a qui, admettons, sont 7, 8, 10, 12 gars qui défendent une petite région. Puis là, les gars, à un moment donné, ils n'ont plus d'ammunition, ils n'ont pas assez de monde, tout ça. Puis là, ils voient qu'ils vont mourir. Ils lèvent le white flag, ils vont voir les Russes, puis ils disent « Hey, OK, nous autres, on laisse aller le village, on ne se défend plus, tout ça. » Il dit « Croyez-le ou pas, mes informateurs me disent que les Russes sont très gentils avec eux autres, ils les prennent de leur bord, ils les amènent à l'hôpital pour soigner leurs blessures, puis ils s'occupent d'eux autres, puis ils comprennent finalement qu'ils ne sont pas là pour la bonne raison. » Et là, c'est le problème de l'Ukraine. Ils n'ont plus de combattants. Ouais. Et la Russie le sait. Ils ont presque plus de combattants. Fait que là, il dit,
Tucker, il dit, ouais, mais qu'est-ce qui va se passer? Il dit, penses-tu que quand les Américains et les autres pays qui sont avec les États-Unis là-dedans, vont-tu commencer à envoyer des combattants américains? Il part à rire. Il dit, malheureusement, s'ils continuent à sponsoriser et envoyer des milliards de dollars, ils n'auront pas le choix d'envoyer des combattants américains. Non, tu peux pas faire ça. Pas de bon sens. Parce qu'il dit, il n'y en a plus. Il n'y en a plus en Ukraine. Non, ils vont recruter les filles avant. On veut pas ça. Non, arrêtez. Mais non, on ne veut pas ça. Mais c'est ça le colonel explique. Juste pour conclure, c'est vraiment dans le compte de Tucker Carlson sur X qu'on peut voir cette entrevue-là? Exactement ça. Puis l'entrevue, je vais vous dire, là, ceux qui comprennent bien l'anglais, le monsieur parle bien, il ne mange pas de travers, tout ça. Le monsieur explique bien. Soyez attentifs. Écoutez ça. Si vous êtes fatigué, mettez sur pause. Recommencez le lendemain. Et réécoutez tout. Vous allez tout comprendre le conflit entre les États-Unis. Ça, tu appelles ça en anglais un proxy war. C'est les Américains qui sont en guerre contre la Russie en Ukraine. Thank you, Carlos de Punisher. On vient de faire de la géopolitique, mon ami Jerry. Yes. Avec Carlos. Très bon. Très bon. Donc, Tucker Carlson sur X, anciennement Twitter. Et en passant, merci à Carlos. Puis, on s'en va vers prochain bloc. En fait, ce qu'on vous offre comme 2 prochains blocs, ce sont des blocs pris cette semaine dans le Prime, choisis par le cook lui-même, le cuisinier, le cuistot, Mr. White. Après. Listen, radiopirate.com, Radio Pirate. JeffFillion.com. Jerry, cette semaine, on a connu sur Prime 2 personnages de TikTok ou encore des stories de Instagram ou de Reels sur Facebook. On a connu Acid Blais. Je l'adore. J'adore Acid. J'adore Acid, gars. Il est cool à mort. Il me rappelle moi jeune. Party, gars. Il y a juste ça qu'on a en tête, les fins de semaine. Des fins de semaine de 6 jours. Donc, on était off le lundi. Pas encore là, le lundi soir, des fois. C'était la soirée des coiffeuses d'un bar, donc on y allait aussi. Mais Acid est spécial. Mais Acid, on fait ça. On va vous le présenter pour ceux qui ne sont pas sur Prime. Sur Prime, ils l'ont déjà entendu. Mais ceux qui sont abonnés l'ont déjà entendu. Mais ceux qui ne le sont pas, la semaine prochaine, vendredi prochain, on vous présente Acid Blais, qui est une star sur TikTok, un gars de party, un gars qu'on adore. Mais là, on vous présente cette semaine une autre personne qu'on a découvert dans la dernière année et demie ou à peu près. Ça fait bien rire parce qu'elle a un humour au deuxième degré et un sarcasme extraordinaire. Donc, c'est Roxane la banane qui... Comment tu dis? Ce qui est drôle dans son cas, c'est elle s'orientait pas en tout là-dedans. Zéro. C'est pas son métier, elle n'est pas humoriste, elle n'est pas comédienne. Et c'est une gauchiste recyclée un peu. En plus. C'est un peu une gauchiste recyclée. Donc, voici pour vous autres sur Prime. En fait, sur Live, mais qui vient du Prime de cette semaine, Roxane la banane. 100% Jeff Fillion. Jerry. Tu connais Roxane la banane? Je connais très bien. Moi, je suis un fan. Donc, Madame la banane est avec nous autres. Roxane la banane, comment ça va, Roxane? Ça va bien, merci. Ouais, raconte-nous un peu la patente, là. Raconte-nous toute l'histoire, parce que ça fait pas 10 ans que t'en fais là, des foleries sur Twitter et sur YouTube. Ça a commencé il y a 1 an, mais je veux que tu me racontes comment c'était venu cette affaire-là. C'est-tu par accident? Qu'est-ce qui est arrivé il y a peut-être un peu plus qu'1 an pour que Roxane la banane devienne un personnage au Québec sur les réseaux sociaux de même? Bien, c'est ça, c'était un petit peu plus qu'1 an. En fait, c'était au début de la COVID. En fait, moi, je travaille dans le domaine animalier, puis je suis aussi graphiste, monteuse vidéo, des trucs comme ça. Puis, fait que je faisais pas du tout d'humour, puis j'avais jamais pensé en faire. C'est juste que là, ben, avec tout ce qui se passait, j'avais juste comme envie de dire mon opinion. Puis, j'ai commencé à faire des petites vidéos, là, mais tu sais, c'était vraiment juste comme ça, c'est pour le fun sur Facebook. Puis, tu sais, je pensais pas que grand monde allait voir ça, là, genre mes parents puis mes amis, puis c'est tout. Puis finalement, ben, petit peu par petit peu, il y a du monde qui ont commencé à aimer ça, mais tu sais, ça a été très lent. Tu sais, justement, je pense que il y a beaucoup de monde qui pense que ça fait 6 mois que je fais ça. Ça fait comme peut-être 2 ans et demi, peut-être. Puis, ben, toi, pendant la COVID, c'était comme un genre d'échappatoire, là. Ça te faisait du bien. Tu trempais, tu disais ce que tu avais envie de dire, mais vu que tu le faisais sur une forme un peu sarcastique, c'était comme, tu pouvais pas te faire... Parce que faut se rappeler, là, on a comme l'impression que ça fait 20 ans, là.
Mais il faut se rappeler que tout le monde était on the edge. Il faut que je te pose la question en partant. C'est vrai l'histoire qu'à ce moment-là, tu étais avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas encore qui est devenu le doc TikTok? Non, c'est totalement faux. De où ça part, ça, cette affaire-là? Ben moi, de où ça part, c'est vraiment juste Yann Terriot qui en a parlé l'autre jour dans un de ses podcasts. Il a dit qu'il avait entendu dire ça, puis moi, j'ai juste embarqué dans la joke après. OK. Là, il y a du monde qui pensait que c'était vrai, mais je sais vraiment pas d'où il a sorti ça. Je sais pas si c'était une joke de lui aussi, mais non, je le connais pas du tout. C'est vraiment pas mon ex. Donc, tu le connais 0, 0, 0, là. Ça n'a pas rapport. Je me suis inspirée de lui parce que j'ai fait un personnage qui s'appelle le professeur TikTok puis qui parle de science. Oui. Mais c'est vraiment juste ça, là. Fait que je sais pas d'où le reste de l'histoire est sorti. Hey, sacrément, elle est bonne. Je dis, ben, regarde, elle a pété sa coche à un moment donné, comment il tombait ses nerfs, puis elle dit, regarde, je suis plus capable de l'entendre. Je le laisse, puis deux, je commence à faire des vidéos complètement à l'envers de ce que lui fait. Donc, c'est pas de même que ça s'est passé, pantoute. Mais tu dis que tu n'as pas fait d'humour, rien. Là. Je veux dire, dans ta vie, tes chums, de tes amis, ta famille, ça doit partir de quelque part. Là. On ne devient pas de même, très sarcastique, virer ça de bord. Tu dois être de même dans la vie pas mal. Là. Ben, sarcastique, oui. Là, c'est vraiment comme ma façon de parler très courante. Mais d'ailleurs, il n'y a pas une grande différence entre toi qui parles là et ton personnage que tu as créé. Ah, pour vrai? OK. Ouais. Ben, c'est ça, fait que c'était assez naturel de le faire, là, justement. Ouais. Je pourrais pas non plus faire de quoi de temps différent, là. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui me vient naturellement. Puis justement, au début de la COVID, puis tout, là, avec les masques, ça a commencé que j'avais juste dit un avis super modéré sur les réseaux sociaux. Puis là, je m'étais fait péter des coches, puis tout. Fait que j'ai comme créé le personnage. En fait, mes premières capsules s'appelaient « Éduquons-nous avec les pro-masques » où je jouais une pro-masque. Fait que, je faisais juste comme jouer le personnage de quelqu'un qui est pour les masques. Là. Fait que ça a vraiment commencé comme ça. Est-ce qu'au début, il y a des gens qui ne voyaient pas l'humour? Est-ce qu'il y en a qui prenaient ça pour du cash? Ou moi, j'en suis convaincu, Jeff, parce que on dirait que l'époque où ce qu'on vit là, on dirait que le deuxième degré n'existe plus. Non, je sais. On dirait que ça s'est effacé. On dirait que ça s'est effacé. Je peux t'en parler un peu. Oui, mais dans le temps de... Tu sais, Yvon Deschamps, il faisait des shows. C'était au deuxième degré à la grandeur. Oui, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Les gens sont on the edge tout le temps. C'est l'enfer. Mais y en avait-tu, Roxane, dans la gang qui pensait que tu étais vraiment de le gang? Ben c'est drôle parce qu'au début, je me souviens pas qu'il y en avait vraiment, mais c'est ça, au début, il y avait moins de monde aussi qui écoutait mes vidéos. Je te dirais que ça s'est empiré avec le temps. On dirait que plus j'ai fait de vidéos, puis plus plus j'avais de réactions de gens qui pensaient que j'étais sérieuse. Puis à un moment donné, je me suis mis à en faire un petit peu plus en personnage LGBT, puis sur TikTok. Puis là, c'était épouvantable. J'avais la moitié des gens qui comprenaient que je les niaisais puis qui étaient fâchés, puis l'autre moitié qui aurait été d'accord avec moi, mais qui était fâchée contre moi parce qu'ils pensaient que j'étais une vraie féministe enragée. Quelle époque, pareil, hein? Ouais, vive les réseaux sociaux. Des fois, je les comprends parce que des fois, je caricature de quoi, mais des fois, la réalité dépasse la caricature. Fait que je comprends que les gens savent plus ce qui est vrai ou ce qui est pas vrai. Puis, sais-tu quoi? Moi, j'ai le feeling que dans l'autre sens, il y a beaucoup de... On prend le bout de la COVID. Là. Dans la COVID, il y avait beaucoup de monde qui pensait comme... Ben, je suis capable de comprendre comment tu pensais à travers ton humour et que nous, on pensait, mais qu'il arrivait à TV ou il arrivait sur les réseaux sociaux, puis pas pour avoir l'air de gens qui sont soit conspis ou du monde à tête brûlée, etc. Jouait un personnage, mais quand il arrivait chez eux avec les femmes ou n'importe quoi... Là, il ne voulait pas se faire insulter par des journalistes. Ben voyons, on en connaît dans les médias qui jouaient la game, mais qui y croyaient zéro. Là, aujourd'hui, ils commencent... Ils ont comme débarqué peut-être 3 mois avant la fin. Là, je suis tanné, etc. Puis ils ont essayé de nous faire croire que finalement, ils n'ont pas été dedans tout le temps. Mais on s'en rappelle qu'ils ont été dedans. Donc, il y en avait beaucoup de gens qui jouaient la comédie. Il y en a qui jouaient pour l'humour, mais il y en a qui jouaient pour de vrai. Ça existait pour vrai pendant la COVID. Là. Ben oui, il y en avait beaucoup, justement, comme vous disiez, qui avaient peur de se faire traiter de complotiste. Puis, je pense que c'était voulu, cette campagne de salissage, puis d'étiqueter tout le monde de complotiste. Comme ça, il n'y a personne qui va
oser dire de quoi parce que tu te fais tout de suite étiqueter d'anti-science puis de oui. sous-éduquer. Fait que c'est sûr que ça fait peur à beaucoup de monde. Ben là, oui, ça. tu rentres dans des rangs vite. Là. Quand on t'attaque, les gens, ils veulent pas. Là, ils veulent pas commencer. Dans tes amis, dans ta famille, ceux qui ont saisi ton humour et qui ont découvert que finalement, à travers ton humour, tu suivais pas nécessairement le discours ambiant. Moi, j'ai ça depuis longtemps, là, mais pendant la COVID, ça a été je dirais, j'ai pogné un sommet pas pire. Il y en a qui abandonnent. Il y en a qui disent « Ah non, moi, je veux pas m'accoter. » Mais on est dans la même famille. Même si on n'a pas les mêmes idées, on peut rester proche. Est-ce que dans ta famille, dans tes amis proches, il y en a qui ont dit « Hey, Roxane, là, tu vas trop loin. Là. Franchement, là, ça n'a pas rapport. » là. Ben, ça n'a pas tant été dit clairement, mais tu sais, j'ai eu des éloignements avec plusieurs personnes quand même, tu sais, surtout dans les amis au tout début. Pour ce qui est de la famille, il y a eu des petites chicanes aussi parce que, bon, ma mère, elle est allée à fond comme contre les mesures puis tout ça, fait qu'elle... elle s'est attirée, tu sais, ça l'a fait quand même un petit peu de chicane dans la famille, mais c'est revenu, là. Fait que pour ce qui est de la famille, ça a quand même bien été, comme, tu sais, avec mon père, on pense différemment, mais on s'entend super bien quand même, là. Tu sais, je suis capable de garder des bonnes donc, relations. ta mère était opposée, elle trouvait que ça n'a pas de bon sens. Ouais, Donc, plus de ton bord. Ton père, lui, ton père était de l'autre côté, lui. Ouais, l'opposé, là, lui, tu sais, le gouvernement est gentil, puis, tu sais, il s'est fait vacciner, puis on respecte les mesures, puis tout ça, mais on n'a pas, tu sais, on n'a pas de misère quand même à avoir une belle relation, puis tu sais, on s'ostine sur des affaires, mais comme dans le respect quand même, puis tu sais, on se fait des jokes à propos de ça, fait que tu sais, moi, dans ma tête à moi, il est pas obligé d'avoir des chicanes à cause qu'on pense pas pareil, mais justement, tu sais, il y en a eu beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de monde qui était pas capable d'entendre mon opinion à moi, alors que, tu sais, c'est ça, moi, je pense qu'on devrait quand même tout être capable d'en parler, puis... c'est ça le bout qui était tough. C'est qu'ils ont tellement réussi à justement à diviser entre bons et mauvais que les gens qui se voyaient comme étant les bons, ben là, ils étaient fâchés contre les mauvais, ils étaient vraiment, vraiment fâchés, alors que finalement, c'est pas bien grave, que ce soit un sujet ou un autre, qu'on ne soit pas d'accord et qu'on n'a pas la même vision. Dans les faits, ça arrive 100 fois sur 100 sur toutes les affaires qui se passent dans la vie. Là. Mais là, il y avait comme une unanimité qui était demandée. Puis juste de faire... Tu sais, moi, je l'ai fait différemment de toi. Moi, je l'ai fait... J'étais au bat à ce moment-là, mais je veux dire, en humour, tu sais, il me semble que... En plus, tu peux rire de toi-même, dans le sens que tu te reconnais dans ce que tu fais dans tes vidéos. Tu te dis, ouais, peut-être que c'est vrai que j'ambitionne un peu. Tu sais, l'humour fait qu'à un moment donné, ça apaise toute la patente. Donc, et même là, il y en a des fois qu'à travers l'humour, il était comme fâché. Je dis, c'est drôle, là. On a du plaisir. On a le droit de rire encore, mais c'était tellement... On l'oublie, on dirait que ça fait 100 ans, mais on l'oublie comment c'était une époque très lourde. Hein? Mm-hmm. Ça faisait du bien d'avoir du monde qui faisait des jokes avec ça, là. Faut pas se le cacher. T'as-tu un chum? Oui. Est-ce que ton chum est-ce qu'il était surpris dans le sens que quand tu commences une vidéo, c'est pas pire parce que t'as 2-3 likes, tu regardes tes affaires, t'as 500 personnes qui l'ont vu. Mais là, après ça déboule. Puis là, ben, veux pas, j'imagine que là, des fois, avec ton chum, t'es quelque part, puis là, quelqu'un vient te voir Roxane la banane. Donc, est-ce que lui, d'avoir une blonde qui s'est exposée publiquement puis qui fait entre guillemets, de l'opinion humoristique. Est-ce que ton chum était 100% avec toi? Ben, j'imagine que oui. En fait, je l'ai rencontré durant les dernières années. Là, à cause de Roxane la banane? Donc, lui, il est tombé en amour avec Roxane la banane. Si on veut. OK. Donc, finalement, c'est ça. Donc, vu que la relation à partir de là, ça répond à... Il est 100% avec moi là-dedans. Là. Ouais, OK, c'est hot, ça. Hey, Jeff. Oui, vas-y donc. Pour ceux qui ne la connaissent pas, tu penses-tu que ça serait une bonne idée de faire jouer des petits extraits? Yes, on en a 2, je pense. Ouais. Moi, j'ai sorti... Bon, moi, j'écoute à peu près tout ce que Roxane a fait. Puis là, j'ai sorti une couple d'affaires que moi, j'ai aimé le plus. Okay. Mais j'ai sorti des extraits. J'ai pas sorti des vidéos complètes parce que la plupart de tes vidéos font 3 minutes à peu près. Là. Fait que le premier, c'est Roxane la banane qui parle des vedettes. Les vedettes, yes. Nous, les vedettes, notre vie est vraiment pas facile.
On a tellement de sagesse puis d'opinions intéressantes à partager, fait qu'on est invité à plein d'émissions pour pouvoir servir de modèle au petit peuple. Puis malgré ça, il y en a qui nous critiquent parce qu'ils sont jaloux de notre talent puis de notre succès. T'es à chier comme animatrice puis tu fais de la musique de ma tante. Impossible que ça soit mauvais ce que je fais, comme si je pouvais avoir fait carrière simplement en recevant des subventions puis parce que le petit peuple québécois a des standards de marde puis accepte de se faire offrir de la médiocrité. Dernièrement, j'ai été victime d'intimidation et de violence sur les réseaux sociaux après avoir écrit un texte totalement inoffensif sur les espèces de retardés mentaux de sous-marde d'extrême droite, de vidanges humaines, transphobes puis racistes qui trippent sur Éric Duhaime. Puis je pensais qu'on aurait pu discuter dans le respect, mais j'ai été sous le choc de me rendre compte qu'il y avait des gens qui étaient fâchés. Les gens vont vraiment pas bien. Là, il faut que tu me racontes comment tu crées une patente de même. Okay? Moi, je fais des affaires à ma manière. Là. Je fais ça depuis tout le temps. Là. Donc, j'étais un bonhomme. Là, mais les autres, votre nouvelle gang, je vois tes vidéos, je regarde ça. Je sais que tu n'as pas une équipe de 10 personnes, mais c'est la beauté de toute la patente. C'est que c'est fait. Il y a un côté amateur, mais c'est beaucoup, ça fait très, dans le sens amateur, dans le bon sens, dans le sens que ça fait, des fois quand c'est trop léché, c'est trop arrangé, il y a comme un côté pas naturel là-dedans, mais il y a un fond de recherche. Une patente de même, tu as écrit des liners quelque part, là. Tu sors pas ça de même. Raconte-moi un peu comment tu penses, comment tu bâtis un genre de sketch de même. Quel est le processus, vu que tu n'es pas une comédienne professionnelle, c'est pas ton domaine pantoute. Comment tu penses à tes affaires et comment tu le montes? En fait, c'est ça. C'est tout écrit. La plupart du temps, là, c'est vraiment tout écrit. Puis, tu sais, c'est un peu comme ça que ça a commencé, là, justement. Tu sais, j'étais pas habituée de faire des vidéos ou quoi que ce soit, mais j'avais des idées dans ma tête. Puis, c'est vraiment beaucoup inspiré, tu sais, justement, des commentaires des gens sur les réseaux sociaux, les réactions ou même, tu sais, les petites vedettes qui donnent leurs opinions, puis tout ça. Tu sais, je prends des bouts de tout ça, puis c'est vraiment des textes que j'écris. Puis quand j'avais commencé, justement, j'avais écrit ces textes-là, puis je voulais pas nécessairement les jouer, mais vu que j'avais personne pour les faire, j'ai commencé à les faire moi-même. Mais c'est ça, après ça, j'ai toujours écrit mes textes, puis je m'émettais, c'est vraiment broche à foin, mon affaire, là, mais c'est ça, tu sais, je me mets les textes sur un autre téléphone en téléprompteur accroché à oui, mais je vais te non, c'est pas grave. Je voulais te poser la question si tu avais des cartons ou un genre de téléprompteur que tu te faisais un télésouffleur. OK, c'est hot. L'idée est bonne. Donc, tu te mets un téléphone qui est accroché puis tu vois ton affaire défiler, c'est ça? Exact. Puis là, je mets mon autre téléphone à côté pour filmer. J'essaye que ça tombe pas. Puis, tu sais, souvent, je mets des coussins puis des souliers en arrière. Là, c'est vraiment très professionnel, mon affaire. Puis, c'est ça. Fait que ça se fait pas mal tout le temps comme ça. Puis, c'est ça. Souvent aussi, mon chum m'aide des fois à filmer. Et à filmer. Puis, des fois, il participe aussi à jouer dedans. Mais c'est ça, quand je suis toute seule, c'est vraiment texte puis téléprompteur. Avoue que trouver les sujets pour faire des vidéos, c'est pas dur ben. Non. Pas vraiment, non. Puis même sur certains sujets, on peut en faire plusieurs. C'est lequel ton plus gros hit jusqu'à maintenant? Celui qui t'a soit le plus de vues ou encore tu as eu le plus de réactions? C'est lequel sujet qui a été le plus hot pour toi? Ça a vraiment été celui sur les vedettes. Là, que, ah oui? Ouais, c'est quand même assez récent, mais c'est celui-là qui a eu le plus de vues, qui a été le plus partagé, qui a fait le plus réagir, puis que, tu sais, il y a du monde qui savait pas que je faisais des vidéos avant, qui m'ont découvert comme ça, là. Ouais. Puis ça, c'est celui où... Celui où tu t'es mis une bedaine, c'est lequel? Hein? Ah oui, c'est ça, c'est l'autre d'après, ou en tout cas, c'est une des plus récentes. Puis, parce que lui, je l'ai vu, il est devenu viral aussi. Là. Lui, il est devenu viral, d'après moi. Là. Je l'ai vu passer souvent. Il a quand même bien marché. Là, ouais. OK. Celui-là, il a été pas mal tout improvisé, contrairement à quasiment toutes mes autres vidéos. Oh, donc t'es-tu en train de partir sur quelque chose de plus improvisé dans le futur? J'aimerais ça, mais tu sais, c'est quand même plus difficile. Là. Celui-là, il est comme arrivé comme ça. En soupant, on parlait de ce sujet-là, là, des humoristes filles, puis là, on est parti sur un trip, puis on l'a fait, tu sais, vraiment en 1 heure après souper. Là. Mais non, habituellement, j'aime mieux quand même écrire mes textes. Là, mais... Là,
toi, tu as commencé carrément sur Twitter. Sur Facebook, en fait. Tu as commencé sur Facebook? OK. Oui, c'est ça. Et X, Twitter, je m'en servais pas vraiment au début. Puis là, le monde me disait, tu devrais aller sur Twitter, justement. Il y a beaucoup de monde qui sont juste là-dessus, qui te connaîtraient. Fait que à un moment donné, je me suis mis là-dessus. Puis c'est vrai qu'effectivement, ça fonctionne. Oui, parce que la communauté Twitter est plus petite que la communauté Facebook, c'est clair. Sauf que c'est une communauté qui est, très ouverte à ce genre de patente-là, très ouverte au genre d'humour, là. Puis tous les sujets qui sont... parce que, tu veux pas, tes sujets sont... T'es à contre-courant, là, dans le sens que... Ici, c'est pas compliqué d'être à contre-courant. Là. Tu vas juste contre TVA, LCN, t'es déjà à contre-courant. Mais c'est ça que t'es pareil. Là. Donc, la crowd Twitter est beaucoup moins... On va dire domienne, Jerry, on peut dire ça. Donc, moins domienne sur Twitter ou sur X que sur Facebook. Est-ce que tu le vois, ça? D'abord, tes résultats de vues, puis aussi les commentaires qu'il y a entre un réseau social par rapport à un autre? Oui, c'est vraiment différent, là, justement. Déjà, les commentaires sur Twitter, sur X sont, vraiment beaucoup plus... j'ai l'impression que c'est des gens qui suivent plus l'actualité, qui suivent plus la politique, puis tout. Fait que c'est des commentaires plus... déjà, sont plus diversifiés, là, dans le sens, il y en a qui aiment ça, il y a beaucoup de gens qui sont pas contents aussi là-dessus. C'est ça. Twitter est plus une place où ce que les gens sont capables de se frotter un peu. Ouais. Facebook, c'est plus... c'est plus monsieur, madame, tout le monde, là. Oui, c'est ça. Ouais. Mais oui, je vois vraiment la différence, là. YouTube, est-ce que ça c'est-tu nouveau pour toi aussi, ou YouTube, ou t'as parti ça en même temps? Non, c'était plus, c'est ça, au début, c'était vraiment sur YouTube, puis, je partageais sur Facebook. OK, sur Facebook. Puis là, c'est ça, je viens de commencer un nouveau projet, là, qui est des vidéos un petit peu plus longues, là, avec une amie. Fait que ça, je le mets juste sur Facebook. Justement, je me sers de Facebook pour ça, mais mes petites vidéos, ça fonctionne mieux, justement, Facebook puis Twitter, là. C'est ça, là, ton nouveau produit, ça s'appelle Promenade à l'asile. Oui, Promenade à l'asile. Épisode 01, puis ça dure 33 minutes. Moi, j'ai écouté des... C'est quoi le concept de Promenade à l'asile? Ça ressemble un peu à ce que je fais, mais je dirais c'est plusieurs petits sketchs entrecoupés. Puis justement, je le fais avec une amie, fait que c'est pas juste moi qui parle, c'est plus on va se promener beaucoup aussi. Fait que c'est pas juste je suis plantée devant une caméra chez nous, là, puis c'est pas mal ça. Là. Mais vous allez où? Je l'ai pas vu vidéo, je vais aller le voir après. Mais vous allez où? Plus, mettons, on se promène en ville. Là, okay. Comme là, ça a été fait à Montréal, mais un petit peu aussi, c'est quand même pas juste à l'extérieur, là, mais je veux dire, on change de décor un peu, on se promène, on se déguise, on va marcher dans un centre d'achat déguisé en woke. Puis, il y a une mise en scène. Déguisé en woke. Dis-moi, as-tu une question là, que plusieurs personnes posent parce que on a l'impression que les gens, quand les influenceurs, ça commence à être gros, mais les gens ont de la misère à comprendre qu'on est dans le marché du Québec, qui est un petit marché. Là. Tout le monde pense que on a un marché de 200 millions de personnes. Là. C'est un petit marché. Tout le monde sait ça. Donc, ce qui va avec petit va avec moins de chances de s'enrichir avec ça. Je sais qu'il y en a. Il y a des filles qui montent le boule sur... Il y a des sœurs qui montent le boule sur OnlyFans puis qui doivent faire 400 000 par année. Ça, je le sais que ça existe. Là. Mais je veux dire, ce qu'on voit ailleurs dans le monde avec des affaires plus humoristiques, des petites vidéos, il y en a qui font des vidéos de construction, il y en a qui font des vidéos de bouffe, il y en a qui font des vidéos comme toi d'humour. Est-ce que tu es capable d'aller chercher un petit revenu avec ça? Es-tu branché sur les différentes sources de revenus comme sur justement YouTube, toutes ces choses-là, ou à date, tu n'as pas touché à ça encore? Je commence vaguement. Là, pour l'instant, moi, j'ai un emploi, je travaille comme en dehors de ça dans un autre domaine, justement, mais comme je passe beaucoup de temps à faire mes vidéos, fait que là, je me suis dit, ça serait le fun de tirer un petit revenu de ça. Fait que c'est ça, je viens de m'inscrire au programme de Google sur YouTube. Exact. Puis c'est ça, sinon, j'étais encore à regarder un petit peu les options parce que, ce qui peut être monétisable, c'est beaucoup comme les podcasts, des trucs comme ça, puis c'est pas tant quelque chose, le format que je fais, on dirait qu'il est
un petit peu dur à monétiser. Fait qu'on dirait que je suis encore en train de... Il y a TikTok. TikTok est capable. TikTok il y aurait des moyens de monétiser. J'ai pas... Je connais vraiment moins TikTok. Exact. Es-tu sur TikTok? Oui. Mais je m'en sers moins. Là. Tu sais, je mets mes vidéos dessus pour les mettre là aussi, mais c'est tout. Mais rien de plus. Parce que c'est... On a tendance à ne pas le faire ici parce qu'on ramasse, on a comme l'impression au début de ramasser des graines puis on manque de motivation. Sauf que le succès que tu as, même si tu dis, gars, j'ai un petit succès, je commence, puis ça fait juste 1 an, puis je commence à viroyer un peu. Mais si on est dans un marché anglophone, tu as probablement déjà le questionnement à savoir si tu gardes ta job. Tu es d'accord avec ça, Jerry? Je suis 100% d'accord. Puis les gens ne comprennent pas ça qu'au Québec, c'est beaucoup plus d'investissement de temps avant d'aller chercher un revenu là-dessus. Tout le monde sont à penser que tu fais de quoi, tu crées quelque chose, l'argent rentre tout de suite. Non, on a un petit marché gros comme rien. Là. C'est bien dur, donc de rester motivé. Es-tu motivé tout le temps à faire... Tu sais, des fois, tu dis, j'ai créé quelque chose. Je suis comme pris avec. Puis là, il faut que je produise, puis il faut que je trouve des idées où tu ne te mets pas de balises pantoute, puis quand tu as le goût d'en faire 3 d'une semaine, tu en fais 3. Si pendant 2 semaines, tu n'as pas d'idée, tu n'en fais pas. Tu sens-tu une lourdeur de continuer ton personnage ou tu n'as pas ça en tête pantoute? Non, pas du tout. Justement, tu sais, vu que je fais ça gratuitement, là, puis tu sais, je mets ça sur les réseaux sociaux gratuitement, tu sais, je ressens pas du tout de pression de produire. Puis non, la motivation baisse pas du tout parce que justement, tu sais, il y a de plus en plus de gens qui connaissent ce que je fais. Tu sais, je reçois vraiment beaucoup de beaux commentaires. Tu sais, les gens, ça a l'air vraiment de leur faire du bien. Tu sais, ce que je fais, puis ça me fait vraiment plaisir. Puis, tu sais, moi, ça me fait du bien aussi. Là. Fait que, tu sais, quand j'ai une inspiration, tu sais, sur quelque chose que je trouve vraiment ridicule ou qui me fâche ou peu importe, tu sais, je vais être motivée à la faire parce que ça va juste, je trouve ça le fun à faire. Puis, en plus, c'est ça, à chaque fois, il y a des gens qui sont comme, merci d'avoir... parler de ça fait du bien à entendre. Fait que, tu sais, non, la motivation, elle baisse pas, ça, c'est sûr. Parce que, pas comme on disait tantôt, le nombre de sujets, puis, tu sais, je comprends que tu fais de l'humour, mais pour avoir ces sujets-là, puis d'en jaser, puis être capable de faire des textes si drôles rapidement, en peu de temps, puis être capable de produire autant, c'est que tu es informé, tu es d'une certaine mesure, je n'aime pas ce terme-là parce que ça fait panel politique, mais tu es politisé d'une certaine manière. Puis ça, moi, ce que je trouve le fun là-dedans, c'est que il y a beaucoup de monde qui, la majorité ne le sont pas. OK? La majorité vont pas trop s'informer, ils sont pas trop au courant de ce qui se passe. Ils se font fourrer beaucoup, mais ils s'en occupent pas. Donc, et eux autres, toute la nouvelle, puis les affaires de demain, ça les écœure un peu. Et quand ça passe par l'humour, ça les intéresse. Je ne sais pas si tu me suis dans ce que... Tu comprends ça maintenant? Il y a des gens qui s'intéresseraient pas au sujet que tu parles si ce n'était pas amené de la manière que tu le parles, si je me fais bien comprendre. Là. Ben oui, je comprends parce que puis peut-être que justement ça fonctionne bien parce que je suis une de ces personnes-là dans le sens que tu sais c'est sûr que là je suis un peu plus informée, un peu plus politisée, mais moi il y a pas longtemps j'étais le genre de personne qui trouvait ça vraiment plate la politique puis qui voulait pas tant s'informer non plus. Puis tu sais je pensais justement que pour tu sais qu'il fallait être tu sais super calé avoir étudié en politique là, quasiment ou suivre ça à tous les jours pour comprendre, pour avoir une opinion, pour pouvoir dire bon là on se fait fourrer ou ça n'a pas d'allure. Fait qu'on dirait que j'évitais ça. Puis là petit peu par petit peu avec ce qui s'est passé dans les dernières années, là, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Puis je me suis dit, la COVID a fait ça. La COVID a réveillé beaucoup de monde. Ouais. C'est ça, puis tu sais, je pense que je représente un peu beaucoup de ces gens-là qui se sont rendus compte là, qu'il y avait des affaires un petit peu absurdes qui se passaient. Fait que, ouais. Il y a une vidéo que moi j'ai aimé beaucoup, c'est quand tu fais l'humoriste, autrement dit, qui dénonce les hommes. On dit l'humoriste femme, parce que les femmes humoristes. Mais la face, c'est qu'il y a un brin de vérité là-dedans, parce que les filles humoristes, ça c'est mon avis personnel, là,
sont moins drôles que les gars. T'sais. Mais trouver des... Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que des filles humoristes qui vont vraiment percer. Mais là, ton vidéo là-dessus qui est drôle, parce que tu veux forcer, autrement dit, forcer à mettre des femmes sur le stage. Mais il y a un fond de vérité là-dedans. Mais est-ce que toi, ça t'intéresse, mettons, de faire de la scène, du stand-up? Ça t'intéresse-tu, ça? Pas du tout. Ça, c'est mon pire cauchemar. Non, faire de la scène du stand-up là, devant un public, c'est sûr que je ferai jamais ça. Là, non? Ça m'intéresse pas pantoute. Non. OK, ça t'intéresse Toi, pas. dans la vie, là, t'es une fille ben straight, là. Dans le sens que t'es très tranquille, puis t'es pas... parce que Mr. White me dit, ouais, mais Roxane est un peu gênée, elle n'est pas habituée à ça. Donc, toi, tu as sorti un peu de ta zone de confort en faisant ça, là. Oui, tout à fait. Tu sais, c'est sûr que justement, c'est plus facile quand c'est des vidéos, tu sais, préécrites, préenregistrées. Tu sais, fait que j'ai commencé, la première fois que j'ai commencé à en faire, je pense que je n'ai fait 7 d'affilée avant d'être game de les poster. Puis là, encore, tu sais, j'avais quasiment pas de monde sur mes réseaux sociaux, fait qu'il allait pas avoir grand monde qui allait les voir. Puis juste ça, c'était super dur pour moi d'y mettre. Tu sais, petit peu par petit peu, je me suis habituée, mais tu sais, tout ce qui Quand tu uploadais, tu étais nerveuse? Oui, j'étais super nerveuse. Ben oui, c'est sûr. Mais je le suis encore. Là, à chaque fois que tu sais, des fois, je suis comme, ah non, c'est trop poche, je la posterai pas. Puis là, tu sais, mon chum, il est comme, ah ouais, il va la poster. mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, justement, tu sais, des podcasts, des trucs live, de la radio, du stand-up, tout ça, tu sais, ça, c'est un petit peu trop loin pour moi. Ah, mais on est chanceux, on t'a eu, nous autres, on a réussi à t'en voir. Hey, on peut-tu écouter un autre extrait que moi j'aime? Parce que là, tu sais, Roxane, c'est vrai qu'elle doit être gênée, mais quand elle fait des vidéos, souvent, elle se déguise. Là, elle était déguisée en Antifa. Oui. Donc, les cheveux bleus, l'anneau dans le nez, le masque, mais descendu en bas de la bouche, tu sais. Science humaine, ah oui, donc Puis toute là, la quête est là. elle est interviewée pas par Urbania, mais par Urbanal. Et là, il demande c'est quoi la différence. Excuse-moi, oui, tu disais? Il demande c'est quoi la différence entre la gauche et la droite. OK. C'est quoi pour toi la gauche puis la droite? Ah, la gauche, là, c'est des gens altruistes, progressistes, inclusifs, ouverts d'esprit. En fait, on est littéralement parfait, on aime tout le monde, on a à cœur absolument toutes les causes sociales, puis on pense juste à aider les autres. Donc, ça s'applique aux gens de droite. Vous les aimez puis vous êtes ouverts à leur opinion aussi? Mais non. 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 C'est carrément ça. Donc, la droite, la gauche, c'est un concept qui, il y a 3-4 ans, tu n'étais pas dedans ben, là. Puis tu l'as compris dans les 2-3 dernières années, pas pire. Ben, tu sais, oui, c'est ça, tu sais, j'appelais pas ça gauche-droite nécessairement. C'est ça, exact. C'était plus, tu sais, pour moi, j'étais plus une gauchiste, là, justement, tu sais, je niaise souvent en disant que je suis une ex-woke, là, parce que, tu sais, j'étais justement pas tant politisée, mais tu sais, j'étais comme, faut... Go with the flow. Et le flow ici est à gauche, donc oui, c'est ça, exactement, c'est ça. J'étais une plateau Mont-Royal, tu sais, qui aimait l'environnement puis qui, tu sais, qui voulait sauver la terre avec des pailles en carton, là. OK, puis là, t'aimes-tu ça, des pailles en carton? Le pire, c'est les ustensiles. Les ustensiles de bois, là, ça, c'est très tough. On va se le dire, c'est très, très, très tough. Hey, c'était le fun de jaser, Roxane. Puis, bonne chance avec le reste, puis continue, lâche pas, parce que, regarde... c'est facile à trouver, ces réseaux. Vous avez juste à marquer Roxane la banane, puis vous allez la trouver partout. Roxane la banane, vous allez la trouver partout, sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook. Mais sérieux, c'est important, parce que... moi, ce que j'ai peur, c'est qu'il y a des gens qui retournent faire de dos après l'histoire de la COVID. Donc, ils vont continuer à dormir un peu. Puis, ces gens-là, souvent, c'est pas par Mario Dumont à TV ou des patentes plates. Même moi, même nous autres, on est peut-être plates pour eux autres. Et c'est par l'humour. C'est par l'humour, les affaires de même. C'est ça qui les tient informés. C'est ça qui les tient on the edge en haut. Il y a un côté de même qui se bat avec l'autre côté. Donc, ça passe par l'humour beaucoup. Puis, tu t'en rends pas compte, mais c'est un travail qui est très... c'est vraiment... Donc, tu es vraiment en train de peut-être amener avec toi une gang de gens qui seraient pas là pantoute s'il n'y avait pas ce genre d'humour sarcastique. Très important. Ça nous manque. On a déjà été une société très humoristique, politisée. Oh, oui. Dans les années 80, les années 70, ça, je m'en rappelle un peu moins, mais 70, 80, et ça a comme disparu.
Puis moi, je trouve que ça manque. Les États-Unis ont ça beaucoup. Les stand-up comics sont comme ça beaucoup. Mais ici, ça manque. Hey, merci Roxane, t'es bien fine. Puis on s'en parle un de ces quatre. Puis lâche pas, on écoute tes vidéos. Ben, merci à vous. Bye-bye. Salut, bye. Salut, Roxane. Bye. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. 100% Pirate. Pirate. Radio Pirate. RadioPirate.com. On est dans Radio Pirate Live. Merci à William. Merci à Carlos de Punisher. Jerry. Le bout qu'on veut vous présenter sur Radio Pirate Live qui vient du Prime. On est avec Stéphane Bruyère qu'on vous présente de temps en temps quand on parle d'immobilier et surtout d'hypothèque et tout ce qui se passe avec le financement des maisons et tout. Mais c'est juste pour vous montrer que Steph vient, puis plein de monde viennent. Puis nous autres, c'est un podcast de 3 heures, quasi. Ben, il est sans arrêt. Il y a une place qu'on arrête après 2 minutes de faire pipi dans le milieu. That's it, that's all. Et on a beaucoup de plaisir. Puis c'est un peu dur à suivre des fois. Des fois, c'est ça. Des fois, c'est mélangé. On mitraille un peu. Non, on mitraille, tu dis. Non, Okay. des fois, là, c'est étourdissant. Là. On mitraille. Donc, on vous amène dans l'ambiance du Prime. On parle de logo, on parle de ci, on parle de ça. Regarde, avec Stéphane Bruyère, on fait ça. Puis Jerry est là aussi, puis Mr. White. On fait ça là maintenant. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. C'était le G20 en Inde. Et revenu, Trudeau, là. Ouais, il a pris un avion. Là, on a envoyé un autre avion. Il aurait pu prendre un vol commercial de Sacramento. Ben, on lui a envoyé un autre avion. C'est quoi l'histoire? l'histoire? Pas un autre avion, t'embarques sur l'avion commercial. Ben oui, ou tu demandes à Joe, regarde Joe, amène-moi jusqu'à Washington, puis ben oui. je vais prendre un Uber à partir de Washington, je vais monter à Ottawa. Là. Non, tu peux pas venir un avion, sacrament. Il part vite, hey, puis il revient. C'est le gars qui fait de la leçon sur la grénitude. Oui. Embarque d'un vol commercial. Il s'est fait demander par la personne, ouais, qu'est-ce que le Canada a apporté pendant le sommet du G20? Il y a eu sommet du G20, il s'est rien passé là. Rien. C'était de la merde, là. Donc, Trudeau, avec son sourire... Y a-tu un sourire de cave? Oh. Donc, il se fait poser la question. Écoutez bien la réponse. What did Canada contribute in UK? As always, Canada is a strong voice for inclusion of gender language, inclusion of Indigenous reflections, but... C'est-tu honteux, hein? Bon, qu'est-ce que le Canada a fait là, pour... c'était quoi, le... c'est du... l'inclusion. C'est de l'inclusion, du langage... Les affaires de Yale, pas tant de choses, là? C'est quoi ça, du langage, du gender language? Je sais pas c'est quoi du gender language. Monsieur, madame. Monsieur, madame de quoi? Monsieur, madame de quoi? Monsieur, madame de quoi? Après ça, ils nous disent, hey, les conservateurs, là, ils devraient pas parler de ça, c'est la minorité. Ben oui, mais Ben là, votre homme s'en va au G20 avec les plus grands leaders du monde. Et il dit, c'est quoi le Canada a amené? Puis c'est quoi que le Canada a amené? Ben c'est justement ce qu'on vient de me dire il y a 24 heures que Poilievre ne devrait pas s'occuper. Parce que c'est une histoire qui est une patente qui touche personne. Ben oui, mais le gars que vous aimez, lui, c'est le centre de son affaire. C'est le PM. Christophe. Êtes-vous teuton? Ben, vous jouez au teuton. C'est quoi l'histoire? Il faut que ça finisse, ça. Ben oui, il faut que ça finisse, c'est Trudeau, sûr. il faut que ça finisse au plus sacrant, là. Enough. L'as-tu vu assis dans le cadre de golf? Arrête. Oh non. Il n'y avait pas la petite jambe croisée. Ouais, ben oui, il y a des jambes croisées, les deux mains de même. Non, c'est épouvantable. Là, il faut que ça finisse, là. Sophie a vu cette photo-là, puis elle a dit, si, boire, thank God. Ouais. Je ne sais pas ce qui arrive avec elle, mais... elle est libérée. Je souhaite un homme. Là. Elle est libérée, là. Je souhaite un vrai mort. Elle est libérée. Là. Elle a eu ses élections avant nous autres. Là. Mais elle est libérée. Oh oui, elle l'a mis dehors. Hein? Tiens, un autre bizarre. François Legault sur Spotify et Netflix. Écoutez bien ça. Ouais, écoutez ça. Le plan de protection de la langue française qui va s'intéresser aux plateformes numériques. Moi, là, ça me stresse de voir les Spotify, les Netflix, les YouTube. On dirait que c'est Jeff qui est Oui, c'est les Spotify. Hey, Spotify, là. Ça me stresse, moi, Spotify.
Moi, je suis stressé avec Spotify, là. Jamais Hey, personne moi, ne fait dire avec l'affaire, là, Spotify. si dans ta vie, la seule affaire qui te Oui. stresse, c'est Spotify puis Netflix, t'as une crise de belle vie, hein? La province est en train de s'écrouler. Ah oui! Il n'y a plus rien qui tient, mais lui, il est stressé du Spotify. Hey, condoléances à tous ceux qui nous écoutent sur Spotify actuellement. Oui. Moi, j'ai peur là, de ça me Spotify, là. Hey. Laisse de voir les Spotify, les Celle-là, on va rester pour toujours aussi. Il est mort. Ah non, non, regarde, moi, c'est dans ma tête le reste de mes jours. Là. Ben, c'est Jeff là, sur Spotify là, en ce moment. Bonjour, et c'est François Legault. Vous écoutez Jeff Fillion sur Spotify. Ça me stresse. Ah, mais lui, j'imagine que son podcast, il n'est pas sur Spotify. Oui, il est sur Spotify. Il se stresse lui-même. Ah oui, il est sur S'auto-stresse. Spotify. Bonjour tout le monde, je suis sur Spotify. Mais ça me stresse pareil, là. Quand j'ouvre mon Spotify, il me propose des tunes en anglais. Colin, je suis tanné, là. Donc, je pense qu'il y a Netflix aussi qui le stresse. Ah oui? Ah oui, oui. S'intéresser aux plateformes numériques. Moi, là, ça me stresse de voir les Spotify, les Netflix, les YouTube, parce que les algorithmes font que ce qui sort, c'est du matériel américain en anglais. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour sauver notre langue française, notre culture? Là, j'avais déjà dit. Là, Ça date de 1992. Ah non, je l'ai déjà dit. Là. Amenez-moi les ici. Là. Alors, Amenez-moi les ici. Là. Moi, j'écoute des affaires sur YouTube. Là. J'écoute des patentes. Arrêtez ça. L'algorithme, c'est pas ça qu'il fait. Là. L'algorithme, il regarde ce que tu écoutes, puis il te propose des choses qui y ressemblent. Ben oui, ça fait que, d'après moi, François, il écoute beaucoup d'affaires en anglais, là. Ben, c'est ça que je pense, là. Parce que moi, les Spotify, là, ça me fait pas si peur que ça, parce que, premièrement, ils me proposent rien. Je sais pas pourquoi, là. Moi, j'arrive dans mes playlists. Là. Moi, c'est mes playlists à moi. De temps en temps, ils vont me suggérer une liste à partir de ce que moi, j'écoute. Hey, t'écoutes telle affaire, on t'a bâti une liste d'affaires que tu vas peu découvrir qui ressemble à ce que t'aimes. Ça ressemble pas mal à ça. YouTube, c'est pareil. Oui. YouTube, c'est pareil. C'est même que YouTube te fait... Même que YouTube est moins dans l'algorithme. YouTube, il est plus dans la cache, puis il te propose des choses que tu as déjà écoutées, OK? Il veut te remettre. Sinon, c'est des choses qui se ressemblent, qui est lié à ce que tu écoutes. Voyons, sacrément. Si sur ces plateformes-là, tu suis des artistes précis, là, tu sais. Oui. Tu sais, tes follow, tes likes, ben c'est évident que après ça, il va t'en proposer plein qui ont rapport à ça. Les autres, oui. le but, c'est que tu écoutes plus. Ben, c'est ça. s'il écoute Zazou, lui, ils vont y pousser des chanteuses C'est pas du même Zazou, style. c'est Zaza. Zaza. Ah, OK, je pensais que c'était Zazou. Non, mais pourquoi il ne pogne pas ça? Zaza, là. Quelqu'un qui écoute que de la musique francophone sur Spotify, les tunes suggérées vont être en français, là. Ben oui. S'il ne propose pas de tunes françaises, c'est que l'utilisateur en écoute pas de par lui-même. Ah, mais ça me fait peur, là. Ouais, là. Non, mais lui, il veut que tu écoutes d'autres choses que tu écoutes présentement. C'est ça qu'il veut. Oui, mais... C'est Il ce qu'il veut. écoutera ce qu'il veut. Ah oui. Non, lui, il écoute ce qu'il veut, mais toi, il faut t'écouter ce que lui veut. Ah oui, c'est Et là, il y a là la twist, là. OK, ça, c'est une twist spéciale. Là. Bon, non, c'est ça la twist, là. Lui, il est inquiet que toi, t'écoutes des choses que lui veut pas que t'écoutes. On dit, il veut pas que t'écoutes de l'anglais, là. C'est ça qu'il veut. C'est ça qui l'inquiète. Oui. Ça l'inquiète parce que les jeunes, ils n'écoutent pas. Les jeunes sont sur YouTube, Netflix, mais ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas ces affaires-là. Là. Écoute pas Zazou. Il n'écoute rien du Québec. Ils n'écoutent pas, Il y là. a quelqu'un qui m'écrit hier, « Hey, Jeff, tu devrais faire des efforts pour être plus sur TikTok pour rejoindre les adolescents. » Les adolescents n'écouteront pas de Jeff Fillion, là. J'ai 56 ans, je vois le vert. Moi, quand j'avais 18 ans, j'écoutais pas un gars de 56, là. Moi non plus. Ouais, les jeunes sont ailleurs. Ils sont ailleurs. Ils sont complètement ailleurs. Les filles, ils regardent du monde qui se maquille, ils regardent du monde qui font telle affaire. Les gars regardent des gars qui game. Arrêtez, là, de penser que vous allez revoir le monde assis au cégep en rond avec des sabots puis
des genres de poncho, puis fini. d'écouter du Paul Piché. C'est fini, là. C'est fini. Assurez-vous donc qu'au cégep, le monde soit au cours, puis quand ils sont pas là, les crissés dehors. Ah oui, ils sont pas là. Vous avez manqué 3-4 premières semaines de cours. Où étiez-vous? Comment ça? Je suis en voyage avec ma mère. J'étais en voyage avec ma mère. Ou l'autre, il répond, ben, c'est parce que j'ai travaillé tout l'été et j'avais besoin de vacances. Non, ils sont incroyables. Puis là, ils se demandent, tout le long de l'article de la presse, ils se demandent, ouais, mais on sait pas trop quoi faire avec ça. T'es Chris dehors? T'es Chris dehors du cégep? T'es Chris dehors du... Ouais, mais t'es Chris dehors du cégep, c'est pas ton problème. On sait pas. T'es Chris dehors du cégep, that's it. Puis sais-tu quoi? Au début de l'année, comme un hôtel, il s'en va à l'hôtel, lui, il est en vacances avec sa mère. Il dépose une carte de crédit quand il rentre à l'hôtel. Quand il est dans un Airbnb, il met sa carte de crédit. S'il arrive de quoi, le propriétaire va charger sa carte de crédit. Oui. Mais prenez la carte de crédit au cégep. Puis quand le gars s'est inscrit à un cours, puis que finalement, il n'a pas été parce que j'étais parti en vacances avec ma mère, ben, tu lui dis, t'es dehors, puis ton cours vient te coûter 500$, puis si tu veux le refaire, c'est l'autre session, puis il va coûter un autre 500$. That's it. Vous allez voir qu'il va y aller à son crise de cours. Voyons, c'est quoi l'histoire? Il n'y a plus personne qui fait des... Il n'y a plus personne qui passe de... Il n'y a personne qui mène, là. Personne qui ne conduit rien là-dedans. Là, c'est... là, les employés mènent les boss, puis les profs mènent les profs, puis la direction d'école. C'est quoi l'histoire? Ouais, mais si on a moins de monde, si on les met dehors, c'est ça, le gouvernement nous donne de l'argent par terre. C'est la déchéance, là. Très spécial. C'est la déchéance du système. À grandeur. À grandeur. Le préféré du premier ministre du Québec, d'ailleurs, un tweet qu'il y a repensé, il ne l'aurait pas fait. You have a couple. Okay, everybody ready? You gotta fight for your right to party. I mean, I'm glad you didn't ask me to join in there. You have a couple. Okay, everybody ready? You gotta fight for your right to party. I mean, I'm glad you didn't ask me to join in there. You have a couple. J'aime tellement ça, là. Ça, c'est, imagine-toi, là, c'est le gars que le premier ministre du Québec a salué par sa victoire. Ouais. Pourquoi il n'a pas écouté l'entrevue, là? C'est Monac. Le Joker. Il n'a pas écouté le tennis, tout simplement. Il n'a pas écouté le tennis. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est ce que tu non, me dis. Le go, il n'est pas vrai. Là. Le go, 95% des choses qu'il fait, c'est pas vrai. Là. Et Spotify, ça ne le stresse pas pour vrai. Là. Le go, il n'est pas vrai. Là. Quelqu'un vient dire, il faut que tu dises au public que tu es stressé, c'est pas des fêtes. T'as quoi? Il n'est pas stressé pendant tout. Il comprend rien de ça. Le gars, il se fait dire par quelqu'un de dire Spotify. Il dit Spotify. Là, tu dis, c'est quoi Spotify? Il ne sait pas c'est quoi. Je te dis, il ne sait pas c'est quoi. M'en dis, c'est quoi Spotify? Il ne sait pas c'est quoi. Je te le dis. Mais ça m'énerve. Moi, non, Spotify, là. On surestime ce gars-là. Là. Non, ça, c'est clair. Ça, là, je vous le dis, là. Non, ça, c'est... Vous seriez... Tu passes 1 heure avec le go, tu fais... Moi, je te dis, tu as un choc, là. Ben oui. Ouais, il parle des feux, check bien. On investit déjà plus d'1,5 milliard en adaptation au changement climatique. Il va falloir continuer de le faire. La question que moi, le premier, je me demande, c'est à quoi peut-on s'attendre l'été prochain? Est-ce que ça va recommencer ou les gens disent ici, ils n'ont pas vu ça depuis 25 ans, là, ils se disent c'est pas vrai que ça va arriver à chaque année. Donc, je ne suis pas malhonnête. C'est un homme, c'est un gars qui a mis le feu, là. OK, juste à rappeler il veut pas le dire, là, mais c'est un... Chibougamau, c'est un gars, là, qui a fait ça. Qu'est-ce que j'ai comme autre affaire à vous jaser? Message ce matin pour le ministre de la Santé. Je ne veux pas inquiéter la population parce que c'est pas drôle ce qu'on a vécu pendant 3 ans. Là. Ben, ferme ta gueule. Ça arrivera pas si tu fermes ta gueule. Je l'adore. Je te le jure, là. On dirait que tu t'attends pas à ça. Ça a l'air un peu maladif, là. Je pense que je l'ai écouté 10 fois. Ouais. Et que je suis content. Ah oui.
ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Il y a rien qui va arriver. Il va arriver. Ouais. Ferme ta gueule. La face de la fille. Non, mais ferme ta gueule. Oui. Moi, je trouve ça un peu violent, ces réseaux sociaux. Là. Ouais. Elle n'a pas l'air violente, ben, elle. Elle a l'air assez cool. Là. Elle a l'air un peu d'invapeur. Elle a l'air un peu d'invapeur. Ben là, ferme ta gueule. Réécoute-les. On le réécoute. Oui. Je suis pas sûr d'avoir bien compris. Ah, le Tiger. Bon, Tiger, il allait faire son... Gestion de Tiger en premier. Le comptable, là, il est comptant à 16 heures. Hein? Il dit, mais là, c'est 16 heures, là. On est content, ça s'améliore. 16 heures à l'urgence, il est content. Tabarnache. Je veux pas inquiéter la population parce que c'est pas drôle ce qu'on a vécu pendant 3 ans. Là. Ben, ferme ta gueule. Asti, ça arrivera pas si tu fermes ta gueule. Mais il veut pas inquiéter la population. Ben, c'est ça. Si tu veux pas inquiéter la population, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Mais je veux pas inquiéter la population. Ferme ta gueule, c'ti. Ouais. Ça arrivera pas si tu fermes ta gueule. Ouais. Comment? Ferme donc ta gueule. Et oui, t'inquièteras pas la population. C'est toi qui inquiète la population. Ferme ta gueule. Chris. Oui. Ça, c'est pas compliqué. Le gars, hier, il est avec Tite Val hier. Puis, il était avec Tite Val à la conférence de presse pour Tite Val, la mairesse de Montréal. OK, tu l'appelles Tite Val. Puis, c'est parce qu'on commence à être proche, elle puis moi, là. Puis, il annonce la modernisation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Mais le gars, il n'a aucune idée du budget et non plus de la date que ça va être fait. Voyons, Chris. Pourquoi tu fais une conférence de presse? Et tu viendras voir les journalistes puis tu le diras au monde quand tu vas savoir, ben, ça va coûter 500 millions puis ça va être prêt en décembre 2027. That's it. Bon, OK. Là, il n'y a pas d'idée de la date. Il n'y a pas d'idée de l'échéancier. Il n'y a aucune idée du budget de reconstruction de l'hôpital. Zéro. Nia, nada, rien. Incroyable. Ça a l'air que c'est le meilleur qu'on a eu. Ça a l'air qu'on n'a jamais eu un gars bon de même. Ah, il est bon, il est vraiment bon. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça, je n'ai pas entendu. C'est Jacques Strapp qui met ça. Justement avec le ministre de la Santé. Allons-y. Ça reste élevé, 168 peut-être journal. Bon. Coudon! Non, mais, en février, mars, vous vous souvenez, vous avez fait le groupe de travail urgent. Vous allez voir d'ici quelques mois, ça n'a pas beaucoup. Regardez, là. Au niveau de ce qu'on appelle, moi, la statistique, là, c'est la durée moyenne de séjour pour quelqu'un sur civière. C'est ça qui est le plus difficile à améliorer. Lui, là. Bon. Coudon! Non, mais, lui, là, ce gars-là, là, qui est supposément la sommité des administrateurs, un des plus grands au Québec. Hey, c'est un gars de cherche au privé, de la caisse de dépôt. Le gars, il bullshit n'importe quoi. Au niveau de ce qu'on appelle, moi, la statistique, là, c'est la durée moyenne de séjour pour quelqu'un sur civière. C'est ça qui est le plus difficile à améliorer. Au pire de l'an dernier, fin 2022, là, on était à 21 heures d'attente. Okay. En ce moment, quand je prends la moitié, ce serait pas de bon sens. On vise 14 heures. Okay, on vise le PC de 21 heures, qu'on était au pic, à 14 heures. Il y a des gars, ils visent 14 heures. On se promène aux États sur le bord des autoroutes, c'est marqué 20 minutes. Oui, 20 minutes où vous êtes 14, oui. Le gars, il vise 14 heures. Où c'est qu'on est? Hein? Parce qu'à 14 heures, vous roulez à peu près 2 fois la même civière dans une journée. Aujourd'hui, non, on a... c'est pas pire, ça. Le but, c'est d'avoir 2 personnes sur la civière par jour. OK. Tout un but. 16 heures. C'est quand même une grosse amélioration. Ben oui! C'est pas partout. Quand vous me donnez des statistiques, là, parce que là, vous regardez le taux d'occupation, vous avez un autre tableau qui montre. Mais ce que je vous dis, c'est qu'en ce moment, la moyenne de tout ça est à 115 %. À 115 %, c'est pas mauvais. Le problème, c'est que j'en ai qui sont à 160 %. Alors, les meilleures pratiques qu'on a réussi à mettre dans la cellule de crise, le seul enjeu, c'est qu'ils ne sont pas appliqués partout.
OK, bon. Alors, Il faut l'autre, il veut juste se sauver. Là. Il faut est-ce que je veux m'en aller là? 100%, 122 122%. Non, partout. Un roulement, deux il court après. Là, check le papier. Il faut toujours avoir la madame femme ta gueule de proche. Là. Ah oui. Elle est essentielle. Ferme ta gueule. Elle est essentielle. Ben oui, mais là, si t'es pas stressé, ferme ta gueule. Si tu veux pas que ça arrive, ferme ta gueule, tu sais. Hein? Je veux pas inquiéter la population parce que c'est pas drôle ce qu'on a vécu pendant 3 ans. Là. Ben, ferme ta gueule. Asti, ça arrivera pas si tu fermes ta gueule. Je l'adore! T'as dit que tu l'as écouté 10 fois hier? Oui. On est rendu à 13. On est à 13. est meilleur avec le temps, hein, mais ça résume tellement tout ce qui est arrivé. Là. Aussi simple que ça. La gang de Franco Nuevo à Radio-Canada, la gang de gauchistes extrêmes. J'aime pas ça dire ce mot-là. La gauche sauvage. Voilà, c'est le terme que j'aime mieux. La gauche sauvage. Écoutez, je vais vous la raconter, l'anecdote. Raphaël, journaliste à la recherche avec nous, a demandé... Journaliste à la recherche. Qu'est-ce que c'est ça, un journaliste à la recherche? Ben, c'est parce que là, ça dépend des braquettes. Là. OK. Ouais, c'est des braquettes syndicales. Ça, c'est une braquette de plus que recherchiste et deuxième recherchiste. Hey, toi, Jerry, t'en as des braquettes en tabarnak. Hein? On va dire que toi, tu dois avoir la braquette recherchiste principale, secondaire, internationale, régionale, locale... Moi, je suis assistant recherchiste à Jerry. Et si bon, oui. Ben, t'en as des chapeaux aussi. Toi, t'as beaucoup de chapeaux. Là. Moi, j'étais en charge de la tondeuse. Quand du gazon à ce temps-là, ça pousse, c'est l'enfer. T'es carré, j'ai hâte qu'il neige. Qu'est-ce qui est arrivé? Raphaël, journaliste à la recherche avec nous, a demandé il y a plusieurs mois une entrevue à Pierre Poilievre. Donc, on passe par celui qui s'occupe de ses communications. Est-ce que Pierre Poilievre pourrait venir au 15-18, telle heure? La réponse... LOL. C'est la réponse qu'il a reçue. C'est particulier quand même. Oui. Écoutez, je vais vous la raconter. Il a répondu LOL. Il va vous farmer. Penses-tu qu'il va aller vous donner d'exposure? LOL. L'autre a dit c'est particulier. Ben moi, j'aime ça qu'il se fasse répondre LOL. Nous autres, on n'a même pas de réponse. Non, nous autres, ils répondent zéro. Ben, je parle pas de Poilievre, moi, je parle de l'autre gang. Je parle de la gauche sauvage. Non, j'aime pas utiliser gauche extrême. J'aime mieux gauche sauvage. Oui, c'est ça. Ouais, c'est plus vrai, puis c'est plus... LOL. Je vais nous raconter. Ben là, il y a Pierre-Alexandre Rubert, qui est notre journaliste attitré à la bibliothèque et à la recherche, qui lui a envoyé un message à la personne qui était responsable des communications de Pierre Poilievre. Et on lui a demandé s'il voulait venir au 15-18. Et la réponse a été LOL. C'est particulier. Hein? L'autre a dit mais c'est particulier. C'est vraiment particulier. Ben hein? non, c'est ça, là. Vous êtes chanceux, il vous a répondu. Oui. Eh bien voilà, mon ami Jerry, Mr. White, thank you pour toute la production de cette semaine. Quelle semaine? Semaine extraordinaire. Wow. Semaine extraordinaire, regarde. Et je pense que la météo de la semaine prochaine est moins pire. On a en fin de semaine, on a le lit qui va frotter l'Est du Canada. Mais nous autres, on va être épargnés. Puis le reste de la semaine semble, en tout cas, sans que ce soit 30 degrés, c'est au moins on va avoir un peu de soleil. Donc, profitez de la fin de semaine qui s'en vient. Puis, on s'en parle lundi, genre sur Prime et sur Live. Thank you. On va être là. On va être là. Thank you, Mr. White. Thank you à tout le monde qui ont passé cette semaine en Prime et sur Live. Mon nom est Jeff Fillion. See ya et bon week-end.